Ce qui a été assez fou pour moi et que je n'aurais jamais imaginé, c'est de oser dire à un moment stop, c'est pas pour moi. Il faut pas se taire. Parce que si on se tait, c'est les autres qui gagnent. Charlotte Rosier-Tapiro, animatrice de M6 Boutique depuis janvier 2024 et consultante en images de renommée, a fondé Mademoiselle Charlotte, une agence de conseil en images qui transforme des vies. Son parcours est un véritable voyage de redécouverte. Passant d'une carrière dans le marketing à une passion pour l'estime de soi et l'élégance personnelle, sa mission, inspirer positivement quiconque a perdu confiance en soi. Dans cet épisode, Charlotte partage les révélations qui l'ont menée à découvrir ses talents naturels, l'impact de son travail et comment elle envisage de perdurer tout en restant fidèle à son essence et à son engagement envers le bien-être des femmes. Dans ce monde fictif, d'intelligence artificielle, de réseaux, de filtres, soyez authentique, soyez vous-même. Je pense que plus ça sonnera juste, plus les gens adhéreront. On veut du naturel, on veut de l'imperfection. Quand c'est parfait, c'est chiant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Rosier-Tapiro. Comment vas-tu ? Je suis au top et j'adore être dans cette posture d'interviewer. J'ai pas trop l'habitude, mais toi, ça te va très bien. Eh bien, écoute, merci. J'ai hâte de faire cet épisode. Ça fait maintenant quelques mois qu'on s'est rencontrés. Et lorsqu'on a pu échanger, discuter, je me suis vraiment dit qu'il fallait absolument que tu puisses venir sur Le Déclic, partager ton parcours. Il y a de nombreux sujets qu'on va aborder. Ouais. Comme à mon habitude, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es animatrice de télévision et consultante en images, fondatrice de Mademoiselle Charlotte, ta propre agence de conseil en images, speaker et maîtresse de cérémonie, également animatrice sur M6 Boutique depuis janvier 2024, co-animatrice et co-créatrice de A2 C'est mieux, une émission radio sur le couple présentée avec ton mari Franck Tapiro. C'est ça. J'ai envie de revenir un petit peu sur le commencement. Il y a eu pas mal d'étapes dans ta vie, dans ta carrière, qui ont créé finalement une sorte de révélation sur soi. Il y a aussi un point important, c'est que la plupart des gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs ou des personnes ambitieuses qui ont envie de construire quelque chose. Et le moment où on identifie son talent, on identifie ses forces, est un moment clé. Je sais qu'à un moment, justement, dans ton cas, tu commences par une classe préparatoire, puis une école de commerce, notamment en marketing, un domaine qui finalement ne te correspond pas réellement, tu l'identifies. Et ensuite, tu parles d'un talent naturel que tu as trouvé, que tu as identifié. Ma question, c'est comment est-ce qu'on l'a fait pour découvrir ces talents naturels? Et dans ton cas, comment est-ce que tu as fait pour découvrir tes talents naturels? Alors, ça n'a pas été une évidence. Donc, effectivement, grande école de commerce. En fait, j'avais le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, parce que j'estimais que qui peut le plus peut le moins. Donc, j'ai visé la meilleure école de commerce que j'ai pu avoir. J'ai fait les meilleurs stages. Voilà. Mais sans me poser de questions. C'était plus des non-choix. Et je suis arrivée dans le marketing parce que j'avais pas envie de faire de la finance, pas parce que j'avais envie de faire du marketing. Et je me suis retrouvée dans une très belle boîte, Beiersdorf, pour ne pas la citer. Donc, c'est Nivea, c'est toutes ces belles marques. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Je m'en suis rendu compte parce que je commençais à déprimer. Je faisais la tronche toute la journée. J'avais mal au ventre en allant travailler. Et puis, j'étais un peu éteinte. Et un jour, j'ai dû aller chez le médecin parce que j'avais une bronchite. Et je m'entendais pas du tout avec ma boss. Mais ma boss m'a proposé son médecin en me disant va chez mon médecin si tu veux. Et le médecin, quand il me voit, il me dit mais en fait, bronchite, ok, mais je pense que je vais vous arrêter plus longtemps parce que vous êtes en train de démarrer un burn-out. Mais j'avais 25 ans. Et puis surtout, je m'étais jamais posé de questions. Donc il m'arrête une semaine. Il me dit si je pouvais, je vous arrêterais plus. Il m'arrête une semaine et là, je me rends compte que je n'ai plus mal au ventre le matin en me réveillant, qu'il y a des gens dans le métro la journée et que c'est pas juste une vie d'aller bosser à 7h du matin parce que j'étais une acharnée du boulot en plus. Et une semaine se passe et je suis bien, sauf qu'il faut retourner travailler. Je retourne travailler, j'ai mal au ventre et là je me dis non, il y a un problème. Donc je fais l'école buissonnière, je me fais réarrêter. Première fois que je suis mauvaise élève sur le papier. Et là je me dis qu'il y a un problème et je commence à me poser des vraies questions. Pourquoi je suis là? Comment je suis arrivée là? À quel moment est-ce que je me suis posé des questions où justement je ne m'en suis pas posée? Et je commence à être vraiment dans une partie de vie un peu plus complexe parce que je remets tout à plat. Et je me dis, mais de quoi j'ai envie? J'ai fait une grande école de commerce, oui. Je peux tout faire, oui. Mais en fait, quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie de devenir? Moment compliqué dans ma vie. Et puis là, j'ai une N+2 exceptionnelle qui a encore un grand rôle dans ma vie, qui s'appelle Morgane Jouot, qui était à l'époque chef de groupe chez Beiersdorf, et qui me dit, écoute Charlotte, je t'ai pris rendez-vous avec les RH, non pas que tes résultats soient mauvais, non pas que tu sois un mauvais élément, mais je pense que
il y a quelque chose à faire parce que tu n'as pas l'air bien. Ça a mis quelques rendez-vous pour que je puisse me décoincer, parce qu'à partir du moment où, dans des grands groupes comme ça, on lâche un énorme truc comme ça, on a peur d'être mis au placard. Et en fait, j'ai eu un DRH en face de moi, avec qui je suis toujours en contact, qui est un mec exceptionnel, qui s'appelle Frédéric Salle, qui est devenu un ami, qui m'a changé ma vie et qui m'a proposé de faire un bilan de compétences à 25 ans. Un bilan de compétences, moi, ça me faisait peur. Je pensais en plus que c'était pour les personnes en deuxième, troisième partie de vie. Enfin, non, il m'a proposé ça. Et le brief qu'il a donné à la coach, c'était « On veut que Charlotte soit heureuse chez nous ou ailleurs ». Donc, en fait, pour la première fois, il a fallu que quelqu'un s'intéresse à moi un petit peu plus que moi et se pose des questions pour moi, parce que je n'avais pas eu cette démarche. Et je me suis donc retrouvée à faire un bilan de compétences. J'ai pris ça comme une opportunité. Et c'est dans ce bilan de compétences que ce qu'on appelle les talents naturels se sont révélés. Parce qu'on a tous et toutes des talents naturels. Alors, c'est pas forcément évident de les trouver. Moi, j'ai donc fait plusieurs tests. Alors, il y a plein de tests qui sont faits, qui sont analysés par la coach. Il y a entre autres un test 360 où en fait, on questionne les gens dans son cadre professionnel, dans son cadre privé, qui répondent à un questionnaire et qui permettent de cerner un peu plus la personne. Puis ensuite, je me souviens, moi, de quelque chose d'assez... Comme j'avais pas de passion, à part de faire de la danse comme un hobby, et voilà, je n'avais pas de passion, et je me trouvais un peu creuse, d'ailleurs, à l'époque. Parce que c'est pas évident, hein, on n'est pas tous des passionnés. En fait, il y avait un tableau que j'avais dû faire à un moment, et je m'en souviens, et je l'ai conseillé à plein de gens. C'était qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime pas faire dans mon travail. Déjà dans le travail. Et puis ensuite, dans quoi est-ce que je suis bonne et dans quoi est-ce que je ne suis pas bonne. Et en fait, on trouve des synergies, on trouve des choses qui se complètent. Et on s'est rendu compte que mes talents naturels, c'était de communiquer avec les autres, mais surtout de leur transmettre des choses, de leur apprendre des choses. C'était d'être dans un domaine de créativité. Donc, alors que moi, je pensais être hyper austère, pas du tout créative. Et puis, il fallait que ce soit dans un cadre où je sois maîtresse de mon temps. Et ça, en entreprise, c'était impossible. Et donc, en fait, ces trois talents, ou en tout cas ces directions que je devais prendre, étaient totalement en incohérence avec mon milieu professionnel. Puisque moi, j'étais à l'époque chef de produit sur une marque qui était super Nivea Make-up, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était du groupe Beiersdorf et qui était un très beau poste, quoi. Puis surtout, j'avais une progression qui était naturelle, mais en fait, ça ne m'allait pas. Mais ce qui a été assez fou pour moi et que je n'aurais jamais imaginé, c'est d'oser dire à un moment « stop, c'est pas pour moi ». Et ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie après. Complètement. Je rebondis sur deux points hyper intéressants que tu mets en évidence ici. Le premier, c'est que tu dis « je me considérais comme creuse ». Oui. Il faut savoir que beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent très certainement, se disent la même chose. Moi, je le vois lorsqu'on fait face à de jeunes entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer. Mais j'ai pas de talent, je ne sais pas dans quoi me lancer, j'ai pas de compétences, dans quelle mesure moi je vais être assez pour pouvoir exprimer mon potentiel, etc. Voire même certains pensent qu'ils n'ont pas de potentiel. Or, on en a tous énormément. Il s'agit juste d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous permet de le révéler. Ce qui a été ton cas, justement, avec cette personne que tu citais tout à l'heure, qui eh bien, t'a permis de révéler justement ce talent en faisant ce bilan de compétences et en ayant un cadre autour de ça. Et c'est hyper intéressant que cette personne exprime le fait de « Ok, l'objectif, Charlotte, il faut qu'elle soit heureuse avec ou sans nous, quoi. Avec ou à l'extérieur. » C'est ça. Et est-ce que tu penses justement que s'il n'y avait pas eu ce cadre-là, ça ne serait pas passé de la même façon, mais surtout, qu'est-ce qui fait que malgré ce feeling, malgré ce ressenti, malgré cette prise de conscience interne, tu as eu besoin finalement de ce petit coup de pouce, de ce petit levier supplémentaire de cette personne pour pouvoir avancer dans ces étapes. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que beaucoup de gens peut-être n'ont pas la chance que tu as eue à ce moment-là et vont rester stagner dans des situations de conflits internes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, subir leur vie plutôt que vivre leur vie. Et le but, au travers du déclic, c'est aussi de permettre à chacun d'exprimer son potentiel. Alors, moi, c'était il y a 15 ans. Ouais. Je vais avoir 40 ans, là, en 2024. Mais en fait, je pense que j'étais trop formatée.
et que je ne m'autorisais pas à sortir du cadre. Aujourd'hui, on sort un peu plus du cadre. Il y a plus de parcours qui ont prouvé que tout ça était possible. Alors, je ne suis pas très vieille et je n'ai pas énormément de recul sur la question, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'autorise un peu plus ce genre de changement de situation, revirement de parcours. Et d'ailleurs, en école de commerce, on nous autorise un peu plus. Aujourd'hui, je le vois dans les formations, parce que j'interviens aussi en tant qu'ancienne élève. On nous autorise cet entrepreneuriat, cet entrepreneurship qui avait un peu moins quand même à l'époque. J'ai eu de la chance, mais on se la crée aussi, hein, cette chance. Je crois en ce petit truc, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Je devais être prête, je devais être mûre. Maintenant, si je n'avais pas rencontré ce Frédéric Stahl ou cette Morgane Jouot qui m'ont donné ce petit coup de pied aux fesses, hein, je vais l'appeler comme ça. C'est pas ce petit coup de boost, c'est ce coup de pied aux fesses parce qu'il a fallu me pousser à un moment donné pour y aller. Je pense que je serais restée dans ce cadre. Je pense que je serais restée enfermée là-dedans. Mais il y a un moment, ça aurait explosé, peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu évidemment le même parcours. Je serais peut-être directrice marketing ou, je ne sais pas moi, directrice générale d'une très belle marque. J'aurais peut-être beaucoup plus d'argent, mais j'aurais certainement pas eu ces rencontres. Aujourd'hui, il y a un film, en fait, c'est assez dingue, je vais le citer, parce qu'en fait, il a conditionné beaucoup de choses dans ma vie. C'est un film avec Gwyneth Paltrow. C'est pas du tout un film cérébral, etc. Mais c'est un film qui s'appelle Pile et Face, ou Pile ou Face. C'est un film avec Gwyneth Paltrow. 2 secondes le pitch, mais parce que je trouve que c'est assez intéressant dans ta question. C'est une nana anglaise qui va bosser un matin. Et elle se fait virer. Elle prend ses affaires. Elle repart dans le métro pour rentrer chez elle. Et puis là, il y a sa vie qui se split en 2. Il y a celle qui arrive à choper le métro et qui rentre chez elle plus tôt et qui chope son mec qui est en train de la tromper et elle part, etc., etc., et elle fait une vie. Et puis il y a l'autre fille qui ne chope pas le métro et donc qui ne voit pas son mari qui est en train de la tromper et elle reste dans sa vie. Et en fait, les 2 vies parallèles avancent. Et ce que je trouve assez passionnant, c'est que c'est ça la vie. C'est-à-dire qu'on saisit ou on ne saisit pas l'opportunité. On chope le métro ou on ne le chope pas. Et c'est intéressant de se poser des questions. Mais moi, le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ne se pensent pas passionnées, qui n'ont pas la rencontre au bon moment, c'est de se poser aujourd'hui peut-être plutôt les vraies questions. Ok, on n'est pas creux, on a forcément des talents. Faites cet exercice de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. En quoi est-ce que vous êtes bon, en quoi est-ce que vous n'êtes pas bon. Moi, à l'époque, quand j'étais chez Beiersdorf, chef de produit, j'étais bonne quand j'allais former les conseillères beauté Monoprix, Marionneau, etc., sur les produits qu'on lançait en maquillage, par exemple. J'adorais leur raconter les bénéfices d'un produit, comment parler de tel rouge à lèvres, comment parler de tel fond de teint. J'adorais ça. En revanche, je détestais faire des présentations PowerPoint à essayer de tordre dans tous les sens les parts de marché pour pouvoir dire qu'on était les meilleurs. Je détestais aller convaincre les commerciaux en interne avec des chiffres pour leur dire « c'est comme ça que tu dois le vendre ». Ça, j'aimais pas. J'aimais l'humain. J'aimais parler. Tu le sais, vous allez le voir. Donc, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? En quoi est-ce que je suis bon et en quoi je ne suis pas bon? Et déjà, ça organise un peu mieux la pensée, je crois. Complètement. Et à ce moment-là, du coup, tu vas faire pile ou face. Et tu vas choisir, du coup, la voie de la réorientation. Oui. Tu vas démarrer, du coup, une carrière dans l'animation, dans le conseil en images. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus et dans quelle mesure ça a eu un impact sur la suite des choses dans ta vie? Alors, au début, pas du tout d'animation télé, pas du tout d'animation de convention, de cérémonie, d'émission, enfin, rien. Au début, dans mon bilan de compétences, je réfléchis, qu'est-ce que j'aime pas, en quoi est-ce que je suis bonne, en quoi est-ce que je suis moins bonne. Il y avait une dimension aider l'autre et une dimension esthétique et accompagnement de l'autre. Et j'avais fait, moi, l'exercice sur moi de travailler sur mon image. Et j'avais adoré ça. Et je me rendais compte que j'aimais beaucoup accompagner les autres sur le marketing de soi. Parce que quand je me suis posé la question, ok, moi, mes études, c'était du marketing. J'avais fait une très grande école de commerce. J'avais un très beau CV. Mais je ne pouvais pas, à 25 ans ou 26 ans,
devenir consultante marketing pour des hauts dirigeants. Je n'avais aucune légitimité en la matière. Et puis surtout, ça ne m'éclatait pas du tout. En réfléchissant avec ma coach, qui s'appelle Sophie, qui est une femme super, parce que j'ai eu cette chance de rencontrer des belles personnes, encore une fois, le conseil en image est arrivé comme une évidence. Je ne sais plus exactement à quel moment je me suis dit c'est ça. Mais à partir du moment où je l'ai trouvé, j'ai fait une formation. Déjà, je l'ai présentée à Bayersdorf. Le DRH et ma chef de groupe, Morgane Jouot, m'ont dit « Ok, on signe tout de suite ». En plus, ils m'ont fait quitter la boîte dans des conditions très agréables, très douces. Et ils m'ont dit « On sera tes premiers clients ». Donc, je me suis formée en technique de conseil en image et j'étais passionnée tous les jours quand j'allais apprendre des choses, comment se mettre en valeur. Et puis, je l'appliquais sur moi, j'essayais, c'était concret. Et puis, je le faisais avec des personnes autour de moi. Et puis, je voyais le sourire dans les yeux des gens. En fait, le bonheur que j'éprouvais, c'était quand les gens se regardaient dans le miroir. Avec un petit truc que je leur apportais, ça changeait les choses. Donc, j'avais un besoin d'apporter quelque chose aux autres. J'ai fait à côté de ça du bénévolat. Et j'en parle parce que c'est important dans cette carrière. Parce que j'avais l'impression d'être beaucoup sur l'esthétique, le superficiel, l'extérieur. J'avais besoin de donner un peu de sens quand même. Un peu plus de sens. Ou en tout cas de donner l'image de sens supplémentaire. Parce que moi, ça avait du sens. Je savais que j'apportais quelque chose aux autres. J'avais besoin de prouver peut-être à l'extérieur, parce que j'ai toujours eu besoin de ce regard extérieur malgré tout. Et j'y travaille encore aujourd'hui. J'avais besoin d'apporter un sens supplémentaire. Et je me suis investie énormément dans une association qui s'appelait Joséphine pour la beauté des femmes. Une association qui aide les femmes en situation de précarité à reprendre en main leur beauté. Donc le brief, c'est un salon de beauté sociale à la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris, où des femmes viennent et payent 2-3 euros pour se faire coiffer, chouchouter, maquiller, manucurer, habiller. C'est génial. Et moi, j'étais responsable de toute la partie conseil en image. Je suis devenue une des marraines de l'association. Et donc, j'avais donné 2 matinées par semaine. Je me souviens que c'était le lundi matin et le mercredi matin. J'y allais, il y avait un dressing où je recevais des femmes sur rendez-vous, où je les accompagnais sur leur image, des femmes voilées, des femmes violées, des femmes battues, des femmes honteuses, des femmes qui n'avaient plus un sou, qui n'avaient plus rien. Et donc, quand on est une femme et qu'on n'a pas d'argent, on met de côté son physique, puisqu'il faut d'abord payer le loyer, il faut donner à manger aux enfants, il faut subvenir aux besoins, à ses besoins. Et ce n'est pas un besoin primaire, finalement, mais c'est un cercle vicieux qui se met en place. Donc, j'avais vraiment cette quête de sens et je trouvais ce sens là-bas. Donc, j'ai accompagné ces femmes, j'avais négocié avec des marques pour qu'on puisse avoir des vêtements qu'on leur prêtait, des vêtements neufs, de très jolies marques. Et là, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits sur cette association. Tous les grands médias sont venus, de TF1 à M6, en passant par France Télé, les radios françaises internationales. Et je me faisais interviewer parce que c'était nouveau d'apporter du conseil en image. À l'époque, ça s'appelait du relooking. J'ai toujours détesté ce terme. Pour moi, relooking, c'est tu prends une personne, tu la passes dans la machine à laver et tu la changes. Là, c'était pas ça. C'était révéler qui étaient ces personnes. Et donc, j'ai été interviewée beaucoup. Moi, j'étais jamais passée à la télé. Et là, je me suis rendu compte avec les remarques. J'ai toujours un peu besoin que quelqu'un vienne me dire les choses. Toute seule, j'ai pas des révélations incroyables. J'ai besoin, et c'est vrai que ça jalonne un peu tout mon parcours. J'ai besoin d'avoir des révélateurs à des moments donnés qui me font un retour sur ce que je fais. Et là, j'ai des journalistes à plusieurs reprises qui me disent « Mais tu devrais faire de l'antenne, tu devrais faire de la télé, parce que tu passes bien, ça a l'air de te plaire. » Et pour moi, c'était un talent naturel. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un talent naturel, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'adorais. Ça me faisait marrer, ça ne me demandait aucun effort, en fait. Et donc, de ce conseil en image où j'ai travaillé avec des gros groupes, parce que j'avais cette partie associative, mais j'ai développé mon réseau. Et je travaillais sur l'image à la fois individuelle. Donc, j'avais des particuliers qui venaient me voir. Voilà, je viens de divorcer, je voudrais changer un peu d'image, j'ai l'impression que je me suis un peu endormie sur mon physique, aidez-moi. Donc ça, c'était la partie privée. Et puis j'avais la partie corporate, où j'avais des gros groupes pour lesquels je faisais des animations, des ateliers sur la sensibilisation à l'image de soi, puisque les salariés sont les vecteurs d'image d'une entreprise. Et donc j'avais soit des salariés en individuel qui venaient me voir en me disant « J'ai un nouveau challenge professionnel, je prends des nouvelles fonctions, il faut que j'ai l'image qui corresponde à mon nouveau job », ou bien des groupes qui venaient me voir en me disant « On a envie d'offrir ça à nos salariés, soit de façon collective
avec des ateliers, des conférences, soit de façon individuelle. Et ça m'a énormément plu. C'était complètement dans ce que j'avais découvert dans ce bilan de compétences. Et là, ce que tu évoques, c'est hyper intéressant, notamment... Je parle beaucoup ou pas? C'est parfait. C'est parfait, continue. Et du coup, le côté « je dois correspondre à l'image de l'entreprise », également que tu as évoqué il y a un instant, oui. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que bon nombre de personnes qui nous écoutent sont soit entrepreneurs, soit dirigeants, soit bien intégrés dans une entreprise, soit sont ambitieux et ont besoin aussi de travailler leur image, justement, que ce soit pour développer son réseau, développer son networking. On sait, toi comme moi, l'importance justement de l'image. Et pourtant, c'est un sujet qui est trop peu souvent abordé. Notamment, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un et j'échange avec quelqu'un sur le déclic qui vient évoquer ce sujet de la cohérence entre l'image qu'un collaborateur, qu'un dirigeant va dégager physiquement auprès de ses clients, auprès de son marché, par rapport à son entreprise. Quels seraient les 2-3 conseils avec l'expérience que tu pourrais partager sur ce sujet? Alors, à chaque secteur d'activité correspond à un, je ne vais pas dire un style, mais si, un style ou un univers stylistique. En fonction par exemple, dans les métiers du monde médical, on a besoin de réassurance, on a besoin de confort, on a besoin de matières qui sont peut-être un petit peu plus souples, de matières un peu plus cocooning. Puis on a besoin, par exemple, quand on parle à un médecin, on ne s'attend pas à ce que le mec il soit ultra looké et que c'est pas ça qui rassure au premier abord. Après, je dis toujours que la personnalité et le caractère de la personne vient contrebalancer tout ça. Donc, j'anime des conférences et j'anime des ateliers sur ça. C'est très généraliste. Après, moi, j'aime bien quand c'est individuel parce qu'on peut l'affiner. Quand on va voir un avocat, on ne s'attend pas à ce qu'il soit habillé comme un infirmier ou comme un informaticien. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a des choses sur lesquelles qui sont validées dans notre tête. Un avocat ou un comptable ou un expert comptable, on s'attend à ce que cette personne ait un joli costume, carré, structuré, des matières qui sont assez rigides, qui se tiennent. Si moi, j'arrive comme ça et que je suis avocate, bon, je peux rajouter une petite veste, ça fera de mal à personne et ça rassurera la personne que j'ai en face de moi. Et ça, je l'ai compris, c'est-à-dire que pour se faciliter un peu la tâche, quand on est dans une boîte ou dans un métier particulier, l'image a beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, on peut très bien, évidemment, changer cette image, mais ça nécessite une énergie qu'on n'a pas forcément envie de mettre dedans. Donc, moi, j'ai été sollicitée à de nombreuses reprises par des gros groupes pour sensibiliser l'image de leurs salariés. Et puis aussi, parce que, quand on n'est pas bien avec son image, quand on ne se sent pas bien avec soi, on parle de vêtements, mais on parle aussi de morphologie, d'attention qu'on porte à soi, d'odeur corporelle. On parle de toutes ces choses-là qui délivrent un message sur qui on est. Et c'est vrai que les entreprises doivent s'intéresser aussi à l'image de leurs salariés parce que c'est comme quand on parle de quelqu'un ou qu'on recommande quelqu'un. Si cette personne n'est pas à la hauteur, on dénature son image. Et donc, en fait, il est très important d'accorder un minimum de soin à tout ça. Complètement. J'ai envie d'aborder également un sujet important, un sujet délicat, c'est ta lutte contre les troubles alimentaires. Ouais. Comment est-ce que cette période, finalement, t'a construite et a construit ta vision et l'estime de soi que tu as aujourd'hui? Je pense que ça peut être intéressant d'une part pour avoir une grille de lecture différente de la personne que tu es aujourd'hui, mais surtout pour aider énormément de gens qui peut-être font face à ce type de challenge. Alors effectivement, aujourd'hui, j'en parle assez librement. Ça fait partie de ma vie très longtemps, trop longtemps. Les troubles du comportement alimentaire, on met les mots, c'est de l'anorexie. J'ai fait 40 kilos. Avant ça, quand j'étais ado, j'étais très ronde, très complexée, toujours copine avec les jolies minces de l'école et je me sentais toujours en retrait et pas bien dans mes baskets. J'ai pris une revanche sur la vie quand je suis partie habiter à Londres parce que j'ai fait une année de césure à Londres où je bossais chez Disney, Disney Consumer Products. Et en fait, j'ai 40 kilos. Ensuite, je suis tombée dans la boulimie vomitive. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces sujets. Filles, quelques garçons aussi. C'est marrant parce qu'en fait, tout ce travail sur l'image de soi,
je me le suis appliqué parce qu'en fait, quand j'ai démarré, il y avait quelque chose d'assez malsain quand même, hein. Donc j'étais très ronde, j'ai perdu 20 kilos en 1 an et donc j'ai changé mon image. Je me sentais hyper forte. Mais c'est ce changement d'image aussi qui m'a amenée à faire du conseil en image. Parce que ce que je m'étais appliqué, non pas de perte de poids et de choses très malsaines, mais tout le reste, j'avais envie de le transmettre aux gens. Parce qu'on ne s'habille pas de la même façon. Après, moi, j'ai toujours trouvé plus jolies des femmes un peu rondes, un peu voluptueuses, mais je ne me l'appliquais pas à moi. Je suis encore aujourd'hui en train d'essayer de comprendre pourquoi tout ça m'est arrivé, hein. Donc, je suis en perfectionnement permanent. Mais tout ce travail d'image m'a construite. Et aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus ces troubles. Après, pendant des années, j'ai dit que ces troubles ne partaient jamais vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai atteint quelque chose qui me permet d'avoir ce recul. En fait, c'est pas facile parce que quand on se retrouve face au monde comme ça et qu'on se dit, en fait, l'image, c'est moi, il faut que je fasse attention. On m'a connue, je faisais 40 kilos. Moi, j'en étais très fière. Et j'avais l'impression d'être la chef du monde. Et qu'après, on se dit, bah non, il faut que je reprenne quelques kilos quand même, parce que c'est pas très sain. Donc, en fait, c'était très étrange, parce que je pense qu'à l'époque, je véhiculais une image d'une nana qui était à la fois hyper à sa place, hyper forte, hyper bonne dans son métier, parce que je pense que je suis douée dans ce métier, à la fois de consultante en image, et puis ensuite à la télé, etc. Mais en fait, j'étais malade. Donc, il y a quelque chose de très sournois, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire qu'on se laisse parfois prendre à son propre jeu et que moi, je me suis un peu enfermée dans cette image. Aujourd'hui, donc c'est l'année de mes 40 ans. Pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière parce que j'ai vécu des années compliquées par rapport à la nourriture, parce que c'est par rapport à soi, par rapport à son image. Je parlais de cette importance du regard de l'autre. Mais si je pouvais donner un conseil, c'est pas évident parce que les troubles du comportement alimentaire sont forcément liés à sa propre histoire. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà, les relations qu'on peut avoir avec des personnes de sa famille par rapport à des choses qui ont pu nous arriver quand on était... En fait, je peux donner plein de choses, plein de conseils sur les déclics professionnels, sur ça. Le seul déclic que moi, je peux donner sur cette partie-là, moi, c'est la rencontre avec mon mari. Voilà, qui m'a aidée, qui m'a redonné l'envie, ou donné l'envie de partager, de vivre, de kiffer et d'être dans l'instant. Parce que ça, toute seule, j'y arrivais pas. Et j'en ai vu des psys, hein. Donc, tout ça est un peu sournois. Il y avait une espèce d'ascension professionnelle basée sur l'image, un peu malsain, hein, parce que moi, je savais qu'il y avait un sujet. Mais j'étais hyper fière, j'avais lutté contre mes formes et contre mes complexes. Donc tout ça était un petit peu sournois. Mais d'ailleurs, pour être très honnête, avant de me lancer dans le conseil en image, il y avait un autre domaine qui me plaisait, c'était la nutrition. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire qui se lancent dans la nutrition, diététiciens, nutritionnistes, etc. Et je suis très heureuse de ne pas être tombée là-dedans, parce qu'en fait, ça aurait été extrêmement malhonnête par rapport aux personnes que j'aurais pu avoir en face de moi. Autant j'avais travaillé sur mon image, certes, avec une base de quelque chose de malsain, mais finalement, j'ai pu accompagner des gens à s'accepter. Je le faisais pour les autres, mais je ne le faisais pas tellement pour moi. Si je m'étais lancée dans une carrière de nutrition, de leur dire ce qu'il fallait faire pour manger ou pas manger, là, ça aurait été de la malhonnêteté totale. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr. Et tu évoques un sujet hyper important, c'est cette notion de se dire, tu avais tout, tu étais au sommet, tu étais reconnu pour ce que tu faisais, etc. Et finalement, ce n'est pas forcément ce sujet-là qui t'a permis de soigner, entre guillemets, j'utilise le terme soigner vu que tu as utilisé le terme maladie. C'est une maladie. Ce qui est une maladie, c'est vrai. Ces mots, mais c'est tout autre chose, notamment avec la rencontre de ton mari, qui est venu peut-être combler quelque chose, apporter quelque chose de plus, quelque chose de plus riche dans ta vie. Et on en revient finalement à savoir ce que l'on veut, à se connaître soi et à nos valeurs primaires, fondamentales. Et c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont parfois en quête perpétuelle de performance, d'ascension,
que ce soit dans leur carrière ou dans leur carrière d'entrepreneur, l'atteinte de nouveaux objectifs, la conquête de nouveaux marchés. La performance. Exactement. Et finalement, on en revient aux bases, aux valeurs qui viennent justement équilibrer l'ensemble des éléments qui sont importants pour nous pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Toujours dans la thématique finalement de la performance, il y a un moment donné où on parle d'impact. Et l'impact aujourd'hui, tu l'as notamment au travers de toutes tes interventions, animations, etc. À partir de 2019, donc tu te lances dans l'animation, tu deviens également speaker, ainsi que maîtresse. Alors, l'animation, c'était avant. Ok, donc animation, c'était avant. Animation télé, c'était avant, mais 2019, c'est plutôt tout ce qui est, ce que tu disais, speaker, etc. Ouais. Vas-y, continue, Avec plaisir. Je remets en... C'est parfait. Donc justement, tu deviens speaker, maîtresse de cérémonie pour des événements de renom. Ouais. Tu cumules différents rôles. Tu as l'occasion notamment de toucher un large public, un public beaucoup plus large que ce que tu avais même l'habitude de faire. Quel message finalement tu cherches à passer, à transmettre à travers de ces rôles ou à travers de l'impact que tu peux avoir? Alors, je reviens juste en arrière. Quand je me lance, donc j'ai mon agence de conseil en images. Ouais. Les journalistes me disent, tu dois essayer de faire de la télé, l'antenne, oui, mais pour faire quoi? Moi, je voulais que ça ait du sens, toujours. Je ne vais pas être speakerine, tu vois, faire de la météo, ça ne m'intéressait pas. M6 me contacte à l'époque pour faire une rubrique look, image, relooking, dans une émission qui s'appelait 100% Mag. Premier pas dans la vraie télé. Et puis ensuite, j'ai une chaîne de téléachat américaine qui s'appelle QVC, qui me contacte. Et là, c'est du live shopping, donc en direct, 10 heures d'antenne en direct par semaine. Et c'est une école de télé pour moi. Et là, je m'éclate total. J'ai toujours adoré le téléachat, mais bon, c'était un petit plaisir planqué, parce qu'en France, on a un rapport au téléachat qui est un peu poussiéreux, un peu honteux. Et donc, je fais 4 ans et demi sur cette chaîne de télé en France, avec une formation en Angleterre, une formation en Italie. C'est une école magnifique de télé. Et j'apprends à faire du direct, du live. Et c'est ce que je préfère. Cette chaîne de télé s'arrête en 2019. D'ailleurs, sur cette chaîne, je leur avais proposé, et on avait fait une émission, un programme de conseil en images en direct avec les vêtements et les accessoires qu'on vendait sur cette chaîne de télé. Donc, il y a eu un peu d'entrepreneuriat dans le cadre de cette chaîne de télé, et ça, c'était canon. Donc, toujours revenir à ces talents naturels, et j'ai mis et donné du sens. Je suis arrivée là à la télé, mais je reprenais quand même mes bases. Et cette chaîne de télé s'arrête en France en 2019. Mais du jour au lendemain. C'est une chaîne américaine, plus de 11 milliards de chiffre d'affaires, enfin un truc monumental, mais ça ne performe pas en France. Ils ne sont pas hyper bien débrouillés. Et donc, ils s'en vont. Et là, je me dis, encore une fois, c'est un coup de pied aux fesses. Il ne fallait pas que je m'endorme trop. Parce que pendant ces 4 ans et demi, je me suis mariée, j'ai fait un petit garçon merveilleux avec mon mari. Bon, ça y est, j'avais fait un peu le tour de la question. Hop, challenge. Et là, donc, je suis contactée par BPI, France, pour animer leur première tournée d'été, une tournée des plages, qui s'appelait à l'époque le French Fab Tour, pour valoriser les pépites françaises et pour donner envie aux jeunes, particulièrement, et aux entrepreneurs, de rester en France et de se lancer en France et pas de partir à l'étranger. Donc initialement, et je reviens à ta question après, initialement, je devais animer la journée des cérémonies, on devait découper les préfets, les élus devaient découper des rubans, se balader dans des stands, etc., avec un micro à la main. Et puis le soir, il y avait un concert avec Danse avec les stars, The Voice, avec Live Nation. Mais là, il n'y avait pas besoin d'animatrice. Ce qui m'arrangeait, parce que je n'avais jamais fait de scène, je n'avais jamais fait de spectacle. Moi, j'étais en live, mais derrière des caméras. Donc, j'ai toujours été assez douée sur ce rapport d'intimité, mais à des milliers de personnes. Et puis, c'était en 2019, donc le Covid n'avait pas encore eu lieu. Et donc, en fait, il n'y avait pas de jauge. Donc, Bon. Et en fait, on se rend compte très vite qu'on a besoin de moi sur scène le soir. Et que là, il y a des milliers de personnes. Mais des milliers de personnes. Et on me dit, tu sais faire? Et j'ai dit, bah oui, alors que je ne savais pas faire. Donc, je pense que quand on est entrepreneur, il y a des moments où il y a des coups de bluff. Mais déjà, dans ma carrière conseil en images, je parle aux entrepreneurs ou ceux qui ont envie de se lancer. Et toi, ça a dû t'arriver. Il y a un moment où tu lances ta carrière, tu brodes. Tu parles de tes clients que tu n'as pas. Tu parles de tes
ambitions, mais qui ne sont encore que des ambitions, mais qui n'existent pas encore. Donc, tu brodes. Il y a un peu de mensonge dans cette histoire, quand même. Même si, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais j'avais un rapport à la vérité qui était un peu biaisé aussi. Mais voilà, je me suis un peu créé mon monde avec l'auto-persuasion aussi. Ce qui est assez jouissif, c'est quand ces récits sont au niveau de la réalité. Et ça, c'est génial. Et là, c'était pareil. Tu sais faire de la scène et animer des concerts et des machins. Bien sûr, je l'ai fait. Évidemment, j'étais comme ça. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon mari à l'époque, qui lui a l'habitude des scènes, qui chante, qui a un groupe, etc. Et il était flippé pour moi. Il me disait, mais tu sais, c'est pas la même chose que quand tu parles à une caméra, c'est pas la même chose que quand tu as un micro toute seule. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a transcendée. En fait, c'est ça. Je crois que ce qui a jalonné ma vie professionnelle et ma vie personnelle d'ailleurs aussi, c'est les petits coups de pied aux fesses. C'est les challenges. C'est-à-dire qu'on met, je me souviens quand j'étais petite, je me souviens de mon grand-père, il y avait un plongeoir de 3 mètres à la piscine dans laquelle j'allais à Levins quand j'étais petite. Il fallait me pousser, j'y arrivais pas. Et pourtant, en fait, j'ai perpétuellement ce besoin de me prouver des choses. Donc, premier soir, toute seule, c'était je me souviens, Perros-Guirec. Parce qu'on faisait la tournée des plages sur cette tournée. Je me retrouve face à des milliers de personnes, à faire des clappings, Et puis en plus, les gens ne sont pas venus pour me voir moi, ils s'en foutent, ils viennent voir les danseurs, les chanteurs. Je n'ai jamais pris autant mon pied que de faire un clapping à des milliers de personnes. Je me souviens à Dieppe, il y avait peut-être 7000 personnes, c'était sur la plage, c'était open, c'était... J'aurais pu me jeter dans la foule. Alors, heureusement, je ne l'ai pas fait. Mais... Comme une rockstar. Non, mais il y a un truc, en fait. Et donc, le conseil que je peux donner, qu'est-ce que j'ai voulu prouver, qu'est-ce que j'ai voulu faire En fait, à chaque fois, j'ai besoin de me prouver que je suis capable de faire. Et justement, tu dis que tu es un peu dans le concept, à ce moment-là, fake it until you make it. Oui. Et c'est hyper intéressant, parce que beaucoup de gens culpabilisent de ça. Tu me demandais, moi, dans mon cas, est-ce que... Tu l'as déjà fait, toi ? Ça s'est produit. Évidemment, le premier client que je signe avec mon agence lorsque je démarre mon business d'agence marketing en Suisse, je lui dis, t'inquiète pas, tu vas dépenser 3 fois moins de budget publicitaire pour 10 fois plus de résultats. Fais-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Je ne savais même pas comment on allait le faire, je ne savais même pas faire un contrat et je ne savais même pas que le business manager Facebook existait à ce moment-là, tu vois. Donc, 24 heures plus tard, par contre, je savais que j'avais les capacités de me donner les moyens de. Ouais. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Exactement. Et peut-être que certaines qui nous écoutent sont dans ce modèle où ils n'osent pas forcément s'écouter, ils n'osent pas forcément se dire « vas-y, go, ose et donne-toi les moyens ». Tu peux bluffer un petit peu et ensuite tu prouveras. Toi, dans ton cas, j'ai l'impression que finalement, là, on le voit en défilant ce parcours et cette vie folle avec plein d'aventures extraordinaires qui mènent à cette carrière que tu as et que tu as eue, que tu auras. C'est beaucoup d'audace à chacune en fait des phases pour pouvoir te permettre de découvrir un nouveau potentiel chez toi et du coup de pouvoir l'exprimer à chaque fois d'une façon encore plus folle. Qu'est-ce qui fait cette petite étincelle, cette petite flamme au fond de toi? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu un déclic, peut-être encore plus jeune, et tu t'es dit il faut que je me donne les moyens d'eux, ou ça a toujours été là? Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai pas eu une ambition incroyable, je suis pas hyper carriériste. Je te dis, j'étais dans la moyenne. Et j'ai toujours été dans cette moyenne de... Rien d'exceptionnel. J'étais bonne élève, mais j'étais pas la meilleure. J'étais pas la plus populaire. J'étais pas la plus jolie. J'étais pas la plus moche, mais en fait, j'ai une image de moi plus jeune qui n'était pas transcendantale, quoi. Il n'y avait pas un... Bon. Je me souviens d'avoir fait un test à l'EDEC, qui était mon école de commerce. Tu sais, ils faisaient des tests, hein, ils doivent être plus affinés aujourd'hui, mais sur l'entrepreneurship et les capacités à entreprendre. Alors moi, j'étais pas du tout entrepreneur.
Et ça me fait rire. Aujourd'hui, je leur ai dit d'ailleurs. Moi, je n'étais pas du tout entrepreneur. Et finalement, je le suis devenue. Je le suis devenue parce que je pense que je crois beaucoup en l'univers. Je crois beaucoup à une espèce de destinée. Quelque chose qui doit arriver arrive. Que ça arrive maintenant ou un peu plus tard. Mais il faut s'écouter. Et plus j'avance dans le temps, plus je m'écoute. Plus je me fie à mes intuitions. Donc, quelle est cette étincelle ? Je ne sais pas si j'ai eu une étincelle. Je pense que les choses me sont un peu arrivées comme ça, par obligation. C'est-à-dire qu'il y avait des points de non-retour. Tu vois, le bilan de compétences, quand je vais parler au DRH, c'était un point de non-retour. Il fallait juste qu'à un moment, je lui lâche « Ok, je ne suis pas heureuse. Ok, je ne suis pas bien. » Pour qu'ils me disent « Bon, bah ok, on avance autrement. » Et à partir du moment où j'avais dit ça, je ne pouvais plus revenir en arrière. Et après, c'est des rencontres. Donc, je pense qu'il faut être fermé à rien, mais il faut surtout s'écouter. Le déclic sur ma carrière ou ma vie professionnelle et personnelle, parce qu'aujourd'hui, je ne distingue pas tellement les deux, en fait. C'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est difficile de faire une scission franche entre la vie pro et la vie perso, parce que tout s'entremêle. C'est la rencontre avec mon mari, avec Franck. Parce que, en fait, c'est encore une fois la rencontre et quelqu'un qui me donne un retour sur moi qui est autre, qui me fait confiance, qui croit en moi, qui me soutient, et je le rencontre. Et donc, c'est quand je démarre avec lui, enfin, en tout cas, que je le rencontre, c'est là où ma carrière télé commence. Parce qu'à l'époque, on m'avait contacté et puis j'avais pas saisi l'opportunité, alors que lui me dit « Mais t'es comme ça, il faut que t'ailles là-dedans. » Et son énergie, sa passion, son amour après, ça m'a renforcée, ça m'a donné confiance. Il y a toujours eu un sujet de confiance en soi, me concernant. Les troubles du comportement alimentaire, bon, on a chacun son parcours. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas à 100% de confiance en moi, du tout. Et donc, j'ai besoin de me prouver des choses. Mais ce n'est pas grave. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça fait partie de cette petite chose en plus. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais, enfin, je ne sais pas toi, ou ceux qui nous regardent, mais les gens qui sont totalement en confiance, machin, c'est chiant, quoi. Enfin, il n'y a pas de faille. Je pense que plus j'avance aussi en âge, plus je me dis que des failles, j'en ai. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de tout ça. J'ai voulu les planquer pendant longtemps. Quand je parlais du mensonge tout à l'heure, j'ai essayé d'être la nana parfaite, mais j'ai eu des retours là-dessus. Je ne comprenais pas. On me disait, mais en fait, on a l'impression que tu n'es pas complètement vrai, on a l'impression que tu joues beaucoup, que tu veux faire passer l'image de quelqu'un. En fait, je ne comprenais pas parce que moi, j'étais complètement dans ce truc. Non, mais moi, je suis parfaite, je rentre dans du 34, parfois du 32, t'imagines. Je souris, tout va bien. Et en fait, c'est chiant à mourir. Je pense qu'il faut aussi se construire sur ses failles. Et aujourd'hui, je suis capable de parler de ces troubles du comportement alimentaire qui parleront peut-être à des gens parce que c'est une faille. Ouais, c'est une faille. C'est une faille. Je me suis jetée sur la bouffe, j'ai rien bouffé pendant des années. Mais bon, ça a fait aussi qui je suis aujourd'hui et je suis capable de comprendre des gens qui ont eu ces problèmes-là. Et donc, c'est une force dans un sens. Et le fait aussi d'accepter, ça te permet... on dit souvent, le chemin vers la guérison commence par l'acceptation. Bien sûr. Et le fait justement d'accepter, et notamment de prendre conscience que, par exemple, tu l'évoques, tu n'as pas encore 100% confiance en toi, etc. C'est génial parce que si tu as 100% confiance en toi, tu n'as pas de motivation à te challenger, à te dépasser, Et un autre sujet aussi, c'est... Mais je ne suis pas sûre que ça existe, le 100%. Je ne pense pas que ça existe. Heureusement, en tout cas. Je pense que j'y serais pas. Je pense qu'au moment où tu l'atteins, c'est le moment où tu deviens faillible et où ça devient dangereux, où le terrain peut devenir glissant. Un autre point aussi, c'est au niveau de l'image de soi, encore une fois. Je veux rebondir sur ça parce qu'on évolue aujourd'hui dans une société, notamment avec les réseaux sociaux, notamment... dans ton industrie qui plus est, l'animation, la télé, tout est parfait, tout doit être beau, on doit être justement presque infaillible, mais en même temps réussir à créer une connexion avec l'audience de façon à pouvoir créer ce truc. Beaucoup de gens culpabilisent
et beaucoup de gens se mettent beaucoup de pression, beaucoup trop de pression, lorsqu'ils doivent justement s'exprimer en public, lorsqu'ils doivent ne serait-ce que tourner une vidéo pour son entreprise, pour son projet ou peu importe. Quel conseil, objectivement, avec tout le recul et toute l'expérience que tu as accumulée à ce sujet, tu pourrais partager à celles et ceux qui ont vraiment un problème même, de vrais challenges face à ça? Un frein ou Complètement. des appréhensions. L'authenticité. En fait, je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde fictif, d'intelligence artificielle, de réseaux, de filtres, soyez authentique, soyez vous-même. Je pense que plus ça sonnera juste, plus les gens adhéreront. Aujourd'hui, moi, dans M6 Boutique, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai été appelée pour faire cette émission, on m'a dit, en fait, nous, on veut du naturel. On veut de l'imperfection. On veut des fous rires. On veut du... Pourtant, c'est une émission enregistrée. Hein. Moi, j'aime le live parce que, justement, on ne coupe pas. Parce que... ou des émissions enregistrées dans des conditions directes, ce qui se passe ici, enfin, tu vois, il peut y avoir des mots qui sont accrochés, il peut y avoir des... C'est ça qui est beau. C'est ça que les gens veulent. Parce que quand c'est parfait, c'est chiant. Enfin, on aime bien voir l'envers du décor. On aime bien voir la nana qui se gratte et qui se dit « Ah là là, je vais enlever mon make-up. » Enfin, tu vois, c'est que je remets là parce que j'ai des chaussettes blanches et que j'aurais jamais dû mettre des chaussettes blanches, mais que je veux pas que ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça qu'on veut voir. Donc, ce que j'ai aimé chez M6 et chez M6 Boutique, c'était qu'on voulait ce côté pas parfait, ce côté je me prends un peu les pieds dans le tapis de temps en temps, mais je m'en sors et c'est ça qui plaît. Donc, le problème des réseaux sociaux, et moi je l'ai vécu, hein, et là, franchement, depuis quelques mois, mais particulièrement depuis le 18 décembre, les réseaux sociaux, et comprendront ceux qui veulent, les réseaux sociaux peuvent être très compliqués. Et je sais qu'on sera diffusé sur les réseaux sociaux et je suis très contente de faire ça et il faut les utiliser à bon escient, mais il ne faut pas se noyer dedans. Moi, je me suis prise à mon propre jeu, je me suis laissée prendre à mon propre jeu. Je montrais aussi des vidéos de moi où je dansais, etc. C'est cool, mais pour prouver, tu vois, là, je me prends les pieds dans le tapis. Pour prouver quoi à qui? Et ça pose des vraies questions. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux aussi nous montrent ce qu'on a envie de voir. Je me souviens, quand j'étais enceinte, je regardais que les trucs des fit mums et les nanas enceintes et elles sortent de l'hôpital ou de la clinique et elles sont encore plus minces qu'avant. Ça me rendait malade. Moi, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse en faisant hyper attention. J'étais en plein dans les troubles du comportement alimentaire, j'ai eu beaucoup de mal à les perdre. Et je me mettais en situation d'échec toute seule à regarder ces nanas qui étaient gaulées comme des folles. Mais en fait, c'était peut-être pas la vérité. Et même si c'était la vérité, grand bien leur face, on n'a pas la même histoire. Et ça m'a enfoncée là-dedans. Je suis tombée dans de la boulimie vomitive après avoir regardé tout ça. Parce que je n'arrivais pas à perdre mes kilos de grossesse. Donc, il faut faire attention à toute cette escalade, à cette perfection, à cette... moi, je m'en suis beaucoup détachée. Beaucoup détachée parce qu'en fait, les réseaux sociaux, il faut les utiliser, mais il faut avoir ce recul nécessaire. Enfin, faut arrêter, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent. Ouais. Donc aujourd'hui, je l'utilise pour des raisons professionnelles. Alors oui, je suis dans un métier d'image, donc je repose des trucs, où je suis là à montrer des produits, à montrer des trucs, où je vais poster ce qu'on se fait là, je vais poster le behind the scenes, quand je fais des shootings photos, etc. Mais je ne montre jamais mon fils, ou jamais son visage. Mon mari, on le connaît, et donc de temps en temps, je suis très fière d'être sa femme, donc voilà, on montre certaines choses, mais je prends beaucoup de recul. Mais voilà, j'ai 40 ans. Il m'a fallu quand même quelques années pour me dire « Ah ouais, non, mais de me prendre comme ça, et nanana, est-ce que c'est nécessaire ?» Non. Donc, de l'authenticité. Ouais. Des pieds dans le tapis. Dont tu fais preuve également en nous partageant toutes ces prises de conscience et tous ces éléments. Merci pour ça. Tu parlais des réseaux, de cyberharcèlement et autres. Oui. On va en parler tout à l'heure parce que c'est quand même assez important. Il y a aussi justement les messages qu'on peut recevoir par les médias ou autres. En janvier 2024, du coup, tu rejoins M6 Boutique en prenant la relève de figures emblématiques comme notamment Pierre Dostel ou Valérie Pascal, notamment pour marquer une nouvelle ère de l'émission. T'en parlais, ils t'ont contacté pour ça et ça a visiblement bouleversé une partie du public. Il y a eu pas mal d'articles, de journaux, on le voit ici justement,
où les gens se posent des questions. Comment est-ce que tu vis cette transition, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel? Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement compliqué à vivre ou est-ce que c'est quelque chose qui nourrit une sorte de motivation supplémentaire pour donner le meilleur de soi-même? Alors, moi, je suis très droite avec moi-même, je suis très alignée. Donc, j'ai dégagé personne, j'ai pris la place de personne. C'est arrivé aussi à une nouvelle ère, M6 Boutique, ils avaient envie de changer les deux animateurs. Je crois qu'ils ont fait des études. Voilà, c'était dans leur stratégie. Je ne suis pas allée toquer à la porte en disant « bon, vous dégagez Valérie, c'est moi qu'il vous faut ». C'est pas ça qui s'est passé. Moi, en plus, j'ai un grand respect pour le travail qui a été fait par Pierre Dostel et Valérie Pascal, parce qu'en fait, ils étaient à l'antenne depuis 35 ans, depuis 29 ans. Enfin, c'est vraiment des figures emblématiques, comme tu le disais. Aujourd'hui, avec Laurent Artufel, parce que c'est mon co-animateur, qui est un mec génial, on insuffle un nouvel état d'esprit, qui est vraiment le nôtre. On ne s'est pas mis du tout dans des cases. Et puis, j'ai une grande bienveillance à l'égard de Valérie, avec qui j'ai eu on a communiqué. On va certainement aller se boire un café. Enfin, voilà, elle a eu des mots très gentils. D'ailleurs, on n'a jamais été attaqués, nous. Elle a toujours dit qu'il nous souhaitait le meilleur, que c'était... Donc non, moi, je suis vraiment... j'ai pas de sujet là-dessus. Moi, je veux prendre la place de personne. Maintenant, je pense que dans cette industrie et dans ce métier, il y a un turnover qui est là. Moi, j'ai un challenge plutôt sur ce milieu de téléachat. Moi, je suis passionnée de téléachat. J'en ai fait, je le disais, pendant 4 ans et demi en live. Là, il y a M6 Boutique. Je pense que c'est un domaine et des émissions qui sont sous-estimées. Parce qu'en France, on a un peu d'appréhension à aller sur du téléachat. On a un peu de honte à se dire « Attends, moi, je regarde M6 Boutique ». Pourquoi, selon toi ? C'est canon. Je sais pas, il y a un côté poussiéreux, il y a un côté un peu old school, aujourd'hui, dans l'ère d'Internet. Mais en fait, le plus du téléachat et d'M6 Boutique, c'est cette relation qu'on crée tous les matins. On est tous les matins sur M6 Boutique, chez les gens. On prend le café avec eux. Et je trouve ça génial parce qu'on crée vraiment cette relation d'intimité. Et c'est en ça que je parlais d'authenticité. C'est que moi, je regarde les gens et puis je leur parle. Alors, les gens se moquent de moi, mais quand on vend un robot de cuisine et qu'on fait du saumon, moi, je raconte que le plat préféré de mon fils, c'est du saumon, riz, citron. Et donc, je raconte ma vie. Ou que quand on vend une machine à café, qu'on peut avoir du café moulu ou du café en grains ou des machins, j'explique quel est le café préféré de mon mari. Parce que, le côté je suis parfaite, tout va bien, je suis speakerine, pourquoi faire ? Donc, non. Donc, par rapport à tous ces articles qui sont sortis, j'ai envie de dire c'est très bien, parce que ça peut créer de l'intérêt pour cette émission, que je vous encourage à regarder. T'as regardé, en fait ? Alors, moi, je ne regarde plus la télé depuis très longtemps. Mais tu vas regarder. Mais j'ai vu quelques extraits, justement. Et par contre, à l'époque, lorsque je regardais la télé, effectivement, je te rejoins sur un sujet, c'est que ça crée un lien de proximité avec l'audience. Donc, moi, c'est différent parce que je suis suisse, j'ai grandi en Suisse. Mais ma maman regardait surtout M6, TF1 ou autre. Et effectivement, je te rejoins tout à fait. Et il y a un point sur lequel j'ai envie de rebondir que tu évoques, c'est que finalement, tu ne le perçois pas comme une attaque directe. Non. Pourquoi ? Parce que tu sais quelles sont tes intentions, tu sais quelle est la situation réelle. Et là, en l'occurrence, c'est juste une perception d'un public qui ne connaît pas tous les tenants et aboutissants et de médias qui ont envie de faire certainement de l'audimat, de la vue, de la lecture, etc. Parce qu'on sait tous qu'une information à connotation plus négative vendra plus qu'une information à connotation positive. On veut créer un petit scandale qui en fait n'existe absolument pas. Complètement. Avec de la bienveillance. Je pense que d'un point de vue d'ego, c'est jamais facile d'être remplacé, mais on ne les remplace pas, on avance en fait. C'est une nouvelle ère de tout ça. Et avec Laurent Artufel, on crée vraiment notre identité de M6 Boutique, qui n'est pas la même que celle avec Valérie Pascal et Pierre Dostel, mais qu'on respecte beaucoup. Complètement. Et justement, tu parles de nouvelle ère. Quand on reprend les rênes, entre guillemets, d'une émission comme celle-ci, qui est emblématique, on peut le dire, c'est quoi la vision pour créer du renouveau ? Quelle stratégie vous allez mettre en place pour pouvoir justement apporter plus de jeunesse, plus de fraîcheur, plus de dynamisme à ce contenu ? Tu parlais notamment de transparence, d'authenticité, de connexion avec l'audience qui va être différente. Ça peut être intéressant de voir ça parce que ce sont des concepts
qu'on peut appliquer à n'importe quel Bien sûr. autre contexte. En fait, on a été sélectionnés aussi pour nos personnalités. Donc, je pense que ces personnalités, aussi bien celles de Laurent que la mienne, allaient dans le sens dans lequel voulait aller M6 Boutique. Et donc, il y a cette... Il y a un challenge aussi de leur part au niveau de la sélection des produits. Parce que ça aussi, aujourd'hui, on ne peut plus, comme on a tellement de plateformes sur lesquelles on peut acheter, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus sharp, beaucoup plus différenciant pour pouvoir exister. Donc, il y a déjà de leur part une sélection vraiment différente des produits. Je pense qu'il y a une question de programmation, mais ça ne me concerne pas. Je sais juste que je pense qu'ils ont vraiment misé sur qui on était et sur notre façon d'être à l'antenne. Il y a quelque chose de fun, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de... En plus, ils veulent vraiment être plus... À l'époque, il y avait beaucoup de modules qui étaient mis les uns à la suite des autres. Il n'y avait pas de temporalité. Il n'y avait pas de... Alors que là, on tourne beaucoup plus de choses qui sont ce qu'on appelle des liants. Il y a des choses qui sont vraiment... on tourne pour le mois de février des choses en fonction du mois de février. Donc, il y a une saisonnalité, il y a plus de connexion avec ce que vivent les gens. Ils n'ont pas l'impression que c'est la même émission qui a été enregistrée il y a 6 mois. Voilà. Donc, il y a vraiment une adaptation à notre audience, tant dans les produits que dans la façon de nous adresser à eux. Et puis ensuite, il y a qui on est. Donc après, ça je ne peux pas sortir de moi-même et dire, bon, alors ils m'ont choisi pour ça. Je pense qu'ils ont choisi parce que c'est naturel, parce que c'est imparfait, parce que c'est léger, en même temps, c'est sharp quand on parle des produits, parce que de faire du téléachat, c'est pas le même exercice que de faire de l'animation d'une émission, comme tu le fais toi aujourd'hui, par exemple. Parce qu'il y a des notions de vente et des notions d'animation. Et il faut allier les deux. C'est pas la même Puis il chose. faut savoir vendre. Savoir vendre, c'est un métier également. Il faut être à l'aise avec la vente. Oui. Et c'est pas si simple que ça, finalement. Un autre sujet, c'est que la télé, ça fascine pour beaucoup. Ça peut être intéressant de voir un petit peu les coulisses de la télé, finalement, typiquement pour cette émission, comment ça se passe. Tu disais que ce n'était pas forcément enregistré en direct. Non. Quand est-ce que c'est enregistré? Combien de temps dure une émission en termes de tournage par rapport à la diffusion? Toutes ces petites informations qui peuvent aussi intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Le côté croustillant, c'est ce que je disais. C'est le behind the scenes. C'est l'envers du décor. Alors, en fait, M6 Boutique, il y a plusieurs modules qui sont tournés. Donc, un module, c'est une vente. En fonction de la programmation, que je ne gère pas, évidemment, eh bien, ces modules sont mis les uns à la suite des autres, avec, entre-temps, des liants que Laurent et moi en tournent pour pouvoir présenter les offres un peu spéciales, parce qu'il y a des offres un peu spéciales, présenter le moment, si on est à un moment anniversaire, si on est à un moment particulier. On tourne beaucoup, donc on a quelques jours de tournage par mois pour pouvoir apporter ces liens, justement, être dans la temporalité, mais aussi apporter des produits supplémentaires qui rentrent un peu dans le catalogue. Donc, une émission entière sur M6, donc c'est de 8h50 globalement le matin jusqu'à 10h à peu près. Donc, c'est 1h10 d'émission, 1h10, 1h15. Nous, on ne tourne pas des émissions entières, on tourne des modules. Ces modules peuvent varier entre 4 minutes, fini, enfin monté, à 10-12 minutes, je crois, monté. Maintenant, on les tourne vraiment en conditions directes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très agréable et c'est ce aussi pourquoi je me suis lancée là-dedans. Moi, de faire des morceaux, des trucs... En fait, j'ai beaucoup de mal à faire de l'enregistrer parce que je trouve qu'on perd un temps fou, on perd en spontanéité, on perd en authenticité. Là, on tourne une émission, il y a quelques petites choses qui sont coupées, mais très rarement. Mais c'est surtout pour inclure des vidéos ou pour inclure des voix off sur lesquelles on parle pour pouvoir décrire une vidéo. Voilà, donc on a beaucoup tourné au début pour pouvoir... parce qu'à partir du moment où on a été à l'antenne le 2 janvier, à partir du moment où on a été à l'antenne, Valérie Pascal et Pierre Dostel n'étaient plus à l'antenne. Donc il a fallu qu'on retourne un maximum de modules pour qu'ils aient matière à nous passer à l'antenne tout le temps. Donc c'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de redites, beaucoup de modules qui sont repassés, mais là, plus ça va, plus ils intègrent des nouvelles choses. Et je crois que ça fonctionne bien, ils sont contents. Aujourd'hui, donc, tu es présente sur M6, oui. M6 Boutique. Quelles sont les autres activités ou les autres plateaux, projets, entreprises
dans lesquelles tu es présente? Alors, sur la partie télé, radio, nous sommes donc tous les dimanches soirs avec mon mari Franck Tapiro. On est tous les dimanches soirs de 19h à 20h sur Vivre FM, sur la fréquence 93.9. C'est une radio associative au départ, qui était vraiment basée sur le handicap, qui s'ouvre de plus en plus à d'autres choses. Il y a toujours cette notion un peu de sens qui me poursuit. Et donc, on a monté cette émission qui s'appelle À deux, c'est mieux. Alors, À deux, c'est mieux, c'est une émission qu'on a lancée tous les deux sur Instagram à l'époque, en 2020, octobre 2020, après le Covid, enfin, fin du Covid. C'était une émission qui était en live Instagram, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions comme ça, et qui, au début, il y avait marqué « À deux, c'est mieux », point d'interrogation. Je tenais beaucoup à ce point d'interrogation parce que je ne voulais pas imposer quoi que ce soit aux gens. Et puis aujourd'hui, on a rencontré de très belles personnes, Fred Cloto, Jason, enfin bref, Katia, Darani, qui sont vraiment des très belles personnes qui nous ont proposé de mettre cette émission en lumière sur Vivre FM. Parce que pour nous, c'était une émission de radio. On n'a pas besoin d'image pour ça. Et le pitch, c'est une émission sur le couple, présentée par un vrai couple. Et ça n'existe pas en fait. Parce que moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'à la télé ou à la radio, les gens se vous voient ou se tutoient, mais voilà, on sait, bonjour Alec, comment vas-tu ? Alors qu'on s'est vu avant, on a bu un café, tu vois. Il y a eu plusieurs couples qui ont présenté des choses ensemble à l'antenne, mais qui n'ont jamais assumé le couple à l'antenne. Ce qui est intéressant, et c'est toujours dans cet esprit d'authenticité et de behind the scenes, c'est d'assumer ce couple à l'antenne. Donc l'émission, elle démarre, et je l'appelle Mon Amour, parce que je ne vais pas l'appeler Franck Tapiro, bonjour, comment allez-vous ? Enfin, on part ensemble ensuite, on dort dans le même lit, et puis on a un petit garçon. Enfin, donc j'aime ça, et je pense que les gens apprécient ça, parce qu'il y a toujours un côté un peu voyeuriste de l'audience, qui a envie de savoir comment ça se passe en vrai. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on reçoit des couples, connus, pas connus, qui bossent ensemble ou pas. Mais l'idée, c'est de savoir un peu comment ça se passe ailleurs. Donc, on a eu des couples vraiment divers, des couples d'hommes, de femmes, des couples hétéros, des couples et des gens qui bossent ensemble, qui bossent dans le milieu du cinéma. Et l'approche, elle est évidemment extrêmement bienveillante. Elle est de comprendre un peu comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est fait, quel a été leur déclic. Alors, on ne parle pas forcément de déclic comme toi, mais quel a été le moment où on s'est dit c'est elle, c'est lui, et ça va le faire un bout de temps. Et puis ensuite, bon, voilà, on passe une vraie heure ensemble. Le point commun avec cette émission que tu fais, c'est du vrai temps. C'est un temps long. C'est pas juste expéditif en 10 secondes. Donc il y a donc cette émission À deux, c'est mieux, dont on a enlevé le point d'interrogation, parce que la radio l'a enlevé, parce que Franck l'a enlevé, et parce que finalement, on se rend compte que à deux, c'est souvent mieux quand même. Même les couples le disent. Et même les célibataires le disent. Donc il y a cette émission. Il y a une autre émission que j'anime qui s'appelle Et pourquoi pas ? C'est d'ailleurs là où nous nous sommes rencontrés. Et pourquoi pas une émission qui se veut une émission sur l'entrepreneuriat, sur des problèmes de société, qui met en avant des pitchs d'entrepreneurs. Donc avec Raibed et Fatiha, sa femme, avec Coopercast, qui nous accompagne là-dessus, avec l'Ordre national des experts comptables, avec Wahib Damani, qui est expert comptable, qui m'accompagne sur cette émission. Donc là, c'est vraiment un autre challenge, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du téléachat du tout, on est vraiment sur de l'émission de débat, de faits de société, voilà, sur l'épargne, sur les levées de fonds, sur le freelance, enfin sur plein de sujets. On a reçu des ministres, et c'est extrêmement riche aussi intellectuellement parce que ça me permet de rencontrer des milieux que je ne connais pas forcément. Je me retrouve sur l'entrepreneuriat, mais voilà, il y a des sujets que je ne maîtrise pas, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et en fait, j'apprends beaucoup. Ça aussi, ça me nourrit intellectuellement. Et puis, je continue toujours à être maîtresse de cérémonie. Donc, je travaille beaucoup avec Shiseido, qui est une marque... Alors ça, c'est drôle aussi. J'ai travaillé chez Shiseido au marketing avant d'être chez Beiersdorf. Shiseido, j'étais chef de produit sur le soin. Donc, c'était ma vie marketing. Et plusieurs années plus tard, j'ai été contactée par Shiseido sans qu'ils sachent que j'ai bossé chez eux avant pour animer pour eux une conférence de presse internationale animée comme une émission de télé. Et depuis, je suis avec eux et j'anime pour eux des conférences de presse en anglais, etc. Et c'est ça aussi ma particularité, c'est que je travaille à la fois en français et en anglais. Ce qui est rare en France, parce qu'en fait, les Français ne parlent pas trop anglais. Donc ça, j'aime beaucoup faire. Je travaille aussi avec L'Oréal.
pour qui j'ai travaillé à l'époque aussi. J'étais en stage chez L'Oréal, chez Lascade, et aujourd'hui, je travaille avec une des divisions qui s'appelle Lead, qui est une très belle division pour laquelle je suis maîtresse de cérémonie. Voilà, il y a beaucoup de... Je ne vais pas parler de tous mes clients. Il y a une marque qui s'appelle LPG aussi. J'anime des lives pour eux. Je travaille aussi pour une marque qui s'appelle Françoise Saget, pour laquelle je fais un live shopping, qui est une marque de linge de maison et de... En fait, dès qu'il faut parler, je suis là. C'est pour ça que j'ai eu plaisir à t'inviter T'as vu, également. On va parler aussi de ton côté entrepreneurial, justement. Oui. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire avec tout ce parcours et ce programme assez chargé. Mais avant ça, je veux rebondir sur un sujet. Tu parlais de A2 c'est mieux, notamment, Oui. que tu animes donc, avec ton mari, Oui. Franck, Oui. qu'on a reçu également sur le déclic. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu évoques, c'est que typiquement, tu peux l'appeler sur le plateau Mon Amour, par exemple. Et tu vois, moi, la première des choses que je me dis là-dedans, c'est que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a de ça 5 ans, 10 ans, 20 ans, en télé ou en radio. Il y avait beaucoup plus cette pudeur, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Comment toi, étant actrice finalement de ce monde qui est le monde de la télé, le monde de l'audiovisuel, le monde de la radio, depuis toutes ces années, tu vois l'évolution justement de ce marché? Parce qu'il y a beaucoup de marchés qui aujourd'hui évoluent très vite, notamment avec les nouvelles technologies, notamment avec les éléments sociaux du quotidien, etc., tout ce qu'on voit, les cultures qui évoluent également. Dans le cadre de la télé, l'audiovisuel, la radio, comment est-ce que tu vois ce marché en train d'évoluer? Alors, je pense qu'on est un peu des ovnis quand même. C'est-à-dire que moi, je l'appelle Mon Amour. On rigole, l'émission démarre. Bonjour, je suis Charlotte et je vous présente mon mari, Franck. Et Franck, il dit bonjour, je suis Monsieur Charlotte. Enfin, je pense qu'on est un peu des ovnis parce qu'aujourd'hui, les gens se protègent beaucoup derrière des filtres, derrière de l'intelligence artificielle, derrière tout ça. Donc, je ne suis pas persuadée. Parce que là, on le fait vraiment dans l'authenticité. Alors, on ne raconte pas tous les détails de notre vie, mais on en donne un peu. Je pense que les gens vont se planquer beaucoup derrière l'intelligence artificielle et de plus en plus. Je pense que cette authenticité dont je parle, c'est la clé pour faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, en fait. Plus on avance, plus il y a des filtres, plus il y a machin, et les TikTok, et les trucs, en fait, et je crois que les gens qui sont sans filtre, sans vernis, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Je pense que ça va évoluer. Alors, je pense qu'il peut y avoir toujours ces deux branches qui vont être parallèles. Il y a la version hyper plastique, hyper intelligence artificielle, hyper avatar, hyper tout ça. Et puis, l'autre, très authentique. Je pense qu'il va y avoir un vrai gap entre les deux, que les deux vont pouvoir coexister. Moi, l'intelligence artificielle, je trouve ça exceptionnel quand c'est utilisé à bon escient. Mais ça me fait flipper aussi, tu vois. On en parlait d'ailleurs dans l'émission Et pourquoi pas. Un avatar d'animatrice, il va y en avoir. Moi, je regardais quand j'étais petite Retour vers le futur 2. Le 2, c'est quand ils partent vraiment dans le futur. Où, je me souviens très bien, ils ont une pizza comme ça, ils la mettent dans le micro-ondes et la pizza, elle devient comme ça. Où il y avait des DeLorean volantes. Ah oui. Tu vois ? Ou les baskets qui se lassent toutes seules. Les baskets qui se lassent toutes seules. Ou, tu sais, les skateboards. Voilà, l'overboard. Je ne sais pas si on va arriver vraiment à ça, mais c'est marrant parce que de temps en temps, je me pose et je me dis, OK, par rapport à Retour vers le futur 2, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Et donc, je pense que l'intelligence artificielle, les avatars, ces choses-là vont continuer à avancer, évidemment, pour le business, pour tout ça, les algorithmes. Mais je pense qu'il va y avoir un retour aux fondamentaux quand même de plus en plus présente. Donc, et moi, j'encourage toutes les personnes qui nous regardent à tu sais, en marketing, on parle de POD, Point of Difference, des points de différenciation. On a chacun nos points de différenciation. Qu'on peut aussi appeler singularité. Singularité. Il faut essayer de le trouver, c'est comme les talents naturels, pour pouvoir se reposer dessus et faire que ça, un avatar, il ne le fera pas. Ou ça, le voisin, il ne le fera pas. Parce que dans le métier de l'animation, il y en a des tonnes des animatrices blondes, une quarantaine d'années, avec des yeux clairs, des ongles un peu longs, des bijoux, des machins. Enfin, il y en a plein. C'est quoi, moi, ma différence ? C'est quoi ma valeur ajoutée ? Qu'est-ce que j'apporte en plus ? Je crois aujourd'hui que c'est se parler vrai,
cette façon de parler, j'en sais rien. Enfin, c'est tout ce qui fait que les autres n'auront pas. C'est pas ce brushing à la Farrah Fawcett, tu vois. Ça, tout le monde peut le faire. C'est pas ce très joli maquillage qui a été fait ici par une super maquilleuse que j'aime beaucoup. C'est pas ces ongles que j'ai été faire. C'est pas, tu vois, c'est quoi? C'est ma façon de m'exprimer, c'est le rythme que j'ai quand je parle, c'est les mains que je mets quand je parle, c'est cette bretelle que je remets tout le temps parce qu'elle m'énerve, tu vois, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça la différence. L'authenticité. Vraiment, je reviens à ça. Je pense que ça touche tous les marchés. On le voit même en marketing, on le voit dans plein de marchés. La sincérité aussi. La sincérité, parce qu'on est dans un domaine, dans un monde où le niveau de sophistication de chacun des marchés, de par un contexte assez concurrentiel, de par une omniprésence de beaucoup d'éléments, fait qu'il y a une saturation au bout d'un moment et les gens veulent retourner aux bases ou alors aux antipodes. C'est ça. Et aller dans dans l'extrême. L'extrême ou le surfait ou l'intelligence artificielle, comme tu l'évoquais. Parlons un petit peu de ton parcours entrepreneurial également. Oui. Je me souviens même quand on parlait de « Et pourquoi pas », qui est essentiellement orienté autour de l'entrepreneuriat, ce que j'appréciais aussi avec toi, et c'est je pense aussi ce qui fait cette affinité à animer cette émission, c'est que tu connais la réalité aussi de l'entrepreneuriat, et depuis 2010, où tu crées justement Mademoiselle Charlotte, qui est ton agence de conseil en images, tu connais cette réalité. Donc ça fait près de 15 ans aujourd'hui. Quand tu te lances et que du coup tu sors de ce monde qui est le monde traditionnel du salariat ou autre si j'ose dire, c'est quoi les enjeux, les challenges auxquels tu fais face dans ce nouveau monde et la découverte de cette folle aventure qu'est l'entrepreneuriat? Alors moi, c'est très à la mode, mais j'ai la phobie administrative. Ça me fait flipper tous les papiers, tous les machins. C'est vrai que au début, je ne savais pas quelle structure monter. Je ne connaissais pas les statuts. Je n'avais aucune notion de droit. La compta, je n'aimais pas ça. Enfin, vraiment. Donc, bien s'entourer. Se faire bien conseiller. Donc, on m'a conseillé. Moi, j'ai monté une SAS. Je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi exactement. Donc, tu vois, il y a ce côté très, je suis entrepreneur, etc. Mais bon, on m'a dit SAS, c'est bien, parce que SARL, c'est différent. Machin. OK. Moi, je savais juste un truc, c'est que j'avais des idées arrêtées. Je ne voulais pas être auto-entrepreneur parce que je voulais qu'on me prenne vraiment au sérieux. J'avais mis un capital social de 20 000 euros parce que je trouvais que je voulais pas avoir l'impression que je me moquais des gens. Et puis pour moi, c'était un vrai enjeu, quoi. Je me permets de te faire une petite parenthèse pour que les gens mettent de la valeur sur ce que tu viens de dire. Oui. C'est-à-dire que on peut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour quelques dizaines d'euros en l'espace de 15 minutes. Même si on veut, on met sur pause cette vidéo et puis on va créer son statut tout de suite. Oui. Dans 1 heure, on peut accueillir son premier client. Ou on peut prendre la décision de faire ce que tu as fait et effectivement mettre une plus grande intensité dans son aventure entrepreneuriale et le prendre très au sérieux. Et ça change complètement en termes d'identité et d'approche. Mais je ne dénigre absolument pas l'auto-entrepreneuriat, ni le fait de me lancer une boîte avec 100 euros. Enfin, heureusement d'ailleurs qu'on puisse le faire. Mais génial. Ouais. Et j'aurais pu, et peut-être que si je le faisais aujourd'hui, ça aurait été différent. C'est juste que moi, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je l'ancre, que je me dise, c'est pas du bidon. C'est pas juste un moment... c'était pas une crise de post-ado, quoi. C'était pas une crise de la vingtaine. Non, j'avais envie que le truc il soit sérieux, qu'on me prenne au sérieux. Et puis, j'avais tellement pas l'impression d'être légitime, parce que j'étais une petite minette. Le syndrome de l'imposteur. Voilà. Comment tu l'as outrepassé? J'ai mis 20 000 euros dans ma boîte. Okay. Non, c'est pas ça. Je me suis formée. Je me sentais légitime dans cette expertise parce que j'avais, moi, travaillé sur mon image. Donc, voilà. Donc, en fait, le syndrome de l'imposteur a disparu petit à petit en faisant. Et en faisant. Okay. Démonstration par la preuve. Ouais. Donc, il y a eu cette étape de... Je me fais conseiller par un avocat... Pardon? Je fais une petite parenthèse encore. Je me permets... Beaucoup trop de gens qui ont le syndrome de l'imposteur se disent il me faut encore une formation, il faut que je lise encore ce bouquin, il faut que j'y réfléchisse encore 6 mois, 1 an, 2 ans. Et à 100%, dans 100% des cas, les gens qui arrivent vraiment à l'outrepasser et avancer, c'est qu'ils le démontrent par la preuve, par l'exemple et qu'ils passent à l'action. Il faut le faire parce que de faire des études, faire des machins. Moi, j'ai fait une formation parce que le métier que j'ai fait de conseil en image, ça peut se faire, tu peux le faire. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de diplôme qui est reconnu, il n'y a rien. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'avais fait une formation et que je savais le faire. Puis que j'avais un diplôme, quoi. Après, il faut faire.
Donc, il y a eu, en étape d'entrepreneuriat, l'avocat pour les statuts, trouver une expert comptable en qui j'avais confiance, et en allant la voir à son cabinet et en lui disant « Bon, je comprends rien. Débit, crédit, je comprends rien. » Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un expert comptable, le pauvre, que je salue. En fait, je déteste ça. Je fais un espèce de rejet, tu sais. Donc, on peut être entrepreneur sans avoir cette fibre particulière, hein, ça faut se le dire. Donc, bien s'entourer. Et puis, pas avoir peur. Moi, au début, ce qui me faisait peur, c'était d'être seule. Parce que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, en fait, tu te retrouves seule un matin chez toi. Donc, moi, j'avais un truc, c'est qu'au début, je me réveillais hyper tôt. Je me mettais un réveil comme si j'allais bosser, parce que j'avais peur de tomber dans une espèce de cycle, de fainéantise. Je me réveillais ultra tôt, genre 6h30 ou 7h. Et j'avais une routine matinale. Et je démarrais toujours. Donc, je me préparais. J'étais jamais en pyjama. Enfin, je me réveillais. Je prenais mon petit-déj. Je me faisais un peu de sport. Je me préparais. Comme ça. et je me faisais une revue de presse. Tous les matins, je me faisais une revue de blog. J'avais des blogs que j'avais listés, que je lisais. Une revue de presse. J'étais abonnée à des magazines, des choses comme ça. Donc moi, c'était le domaine du conseil en images. Donc toutes les Fashion Week, tous les trucs comme ça, j'essayais d'être au fait pour pouvoir être sur les tendances. Je me faisais je me répertoriais, je me faisais vraiment des trucs. Donc en fait, pour moi, c'était une question de rythme. Et ça me rassurait aussi. On n'est pas tous fait pareil, mais moi, ça me rassurait. J'avais cette structure. Voilà. Puis après, je me souviens d'un truc. Un de mes premiers clients en conseil en images, c'était un particulier. C'était un monsieur d'un certain âge avec sa femme. Qu'est-ce que ça m'avait généré du stress. Il était venu à Paris. Il m'avait contacté, je ne sais plus par quel biais. Et je devais les accompagner pour faire du shopping. Au départ, il y avait beaucoup de personal shopping aussi. Mais moi, je voulais pas faire que du personal shopping. Donc, je faisais un petit état des lieux, analyse morphologique, colorimétrie. Enfin, tout était hyper structuré. Je m'étais fait faire des cartes, des trucs. J'écrivais tout dessus. Puis, je lui envoie la facture. Et le mec me rappelle en me disant « Alors, déjà, super. Vous avez fait du super job. Sauf que, en fait, vous vous êtes trompé dans le calcul de votre TVA. » Donc, j'avais envoyé ma facture. Et le mec m'a refait ma facture. Il m'a dit, bon, je vous en renvoie une. Je sais que vous démarrez. Je vais vous aider. Et en fait, je me suis dit, putain, j'avais pas mis le bon calcul. J'avais pas calculé les 20% comme il fallait. J'avais, débile, quoi. Le TTC, le hors-taxe, les 20%, rien n'allait. Honteuse. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Il faut se le dire, on n'est pas parfait dès le début. On n'est jamais parfait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, complètement. Mais chaque rencontre permet d'affiner un petit peu plus. Puis des rencontres complètement loufoques, parce que moi, c'est un business, le conseil en images, qui est moins carré que peut-être ce que toi, tu fais. Ouais. J'ai rencontré des gens qui m'ont demandé des trucs incroyables. Et puis, tu as une anecdote, par exemple, à nous raconter ? Oui. Et parfois, il faut savoir prendre la décision de se lancer ou pas se lancer. Un jour, j'ai un monsieur qui m'appelle, qui me dit qu'il a entendu parler de moi, que je suis la meilleure, qui m'a vue à la télé, parce que je faisais des interviews, mais je n'étais pas encore animatrice, mais il m'avait vue et il m'avait dit donc c'est en fait, je comprends que sa vie personnelle est un peu particulière, sans jugement du tout, mais qui me dit qu'en fait, qu'il est dans une relation un peu sado-maso avec une nana, qu'il appelle maîtresse, très bien, il me raconte ça au téléphone, tout est normal, j'ai aucun jugement de valeur. Et en fait, le mec m'explique qu'il a besoin que je lui apprenne à se comporter comme une femme. Et je trouve la preuve, et c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Donc on était moins sur LGBT+, machin, tout ça, les changements les YEL, on n'était pas encore vraiment là-dessus. Donc moi, très ouverte et sans jugement, et je dis OK. Et en fait, j'ai rencontré ce monsieur pour qu'il me propose un truc, mais il y avait quelque chose d'un peu sioux derrière, il fallait pas que j'en parle, il y avait un truc qui m'a paru un peu malsain à un moment donné et qui m'a fait peur. Je me suis dit peut-être que en fait c'est pas très sain complètement cette histoire. Donc j'ai quand même avancé un peu en lui donnant quelques conseils. Et puis à un moment j'ai dit stop quand ça devenait trop. J'ai pris un peu peur, mais j'ai pris mes responsabilités. Je lui ai expliqué pourquoi je disais non. Je lui ai donné les coordonnées de quelqu'un d'autre. Mais ça a été. J'avais 10 ans, voilà, j'avais à peine 30 ans, quoi. Donc j'étais un peu. OK, moi, j'ai jamais appris à marcher en talons à un homme. Donc, et j'ai trouvé que le challenge était assez fou quand même. Donc,
Donc non, on se retrouve dans des situations un peu particulières, quoi. C'est bien aussi que tu nous exprimes le fait qu'à un moment donné, tu as connu ta limite Oui. et tu as su dire non. Beaucoup de gens n'osent pas dire non. Et on dit souvent choisir, c'est renoncer. Oui, ça c'est Et difficile. c'est hyper Parce qu'on a difficile. peur de perdre. Moi, il m'avait proposé une somme d'argent monumentale. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as dit non malgré l'argent, malgré d'autres choses? Mon intuition. Ok, le Je ne l'ai feeling. pas senti. Maintenant, peut-être que ça se serait super bien passé. C'est encore l'histoire de pile ou face, tu sais, les deux métros là. L'intuition, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie? Oui, de plus en plus. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une bonne intuition, pour moi. Et donc, à chaque fois que je me forçais un peu ou que j'allais à l'encontre de cette intuition, ça ne se passait pas bien. Ok, Donc aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, j'essaye de m'écouter d'accord. plus. Et donc, tu te lances. L'administratif, c'est pas ton kiff. Non. Je Je connais m'entoure. ça. Je connais ça aussi. Ouais. T'aimes pas, toi? J'aime pas du tout. Ok. J'aime pas du tout. Et Pourtant, tu réussis très bien. Donc, et pourtant, oui, ça se passe bien, mais j'ai fait comme toi. Je suis bien entouré, justement, et j'ai délégué, mis des process ouais. avec les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a justement d'autres challenges auxquels tu fais face? Tu sais, on dit souvent, soit on gagne, soit on apprend. C'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat, notamment quand on est seul, ce qui était ton cas. Tu n'as pas d'associé à ce moment-là. Non. Tu te lances la tête la première, finalement, dans ce nouveau monde, sans forcément être formé à ça, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Et pour beaucoup, ça peut paraître simple, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Comment est-ce que tu fais face à tes premiers grands challenges? Comment est-ce que tu fais pour acquérir de nouveaux clients? Comment est-ce que tu apprends à déterminer tes prix également, qui Ça, est c'est compliqué. une vraie problématique. Mm. Comment est-ce que tu fais aussi pour que l'on puisse percevoir réellement ta valeur? Tu dis que, par exemple, quelqu'un un jour t'appelle, tu ne sais pas même d'où il vient et il te dit j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de travailler avec vous, vous êtes la meilleure. C'est pas anodin, ce genre de choses. Ouais. Ça peut être intéressant de revenir sur quelques-unes des étapes qui eh bien, ont fait aussi ce parcours. Alors, moi, ce qui a marché pour moi, c'était le bouche à oreille. Mais aussi bien dans le milieu du conseil en images, qui a été mon premier pas dans l'entrepreneuriat, qu'aujourd'hui dans l'animation. En fait, tout est une question de rencontre, d'humain, et se dire que, en fait, le monde est très petit et que ça parle beaucoup, quel que soit le milieu, et que il faut s'adresser. Enfin, moi, c'est comme ça, c'est mes valeurs, mais de la même façon à tout le monde. C'est pas parce que, enfin, un big boss, il va aux toilettes comme nous. Hein. Donc, il faut juste le redescendre un peu de son piédestal de temps en temps. Et une personne qu'on peut imaginer un peu moins importante hiérarchiquement, quelqu'un à l'accueil d'une grosse boîte, quelqu'un est aussi importante que le big boss. Donc, c'est considérer l'autre de la même façon. Ça a toujours été, ça c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation et qui m'a beaucoup servi parce que ça se révèle être juste. Enfin. Et c'est très important. Mon premier gros client, donc moi je monte mon agence en novembre 2010, Mademoiselle Charlotte. 2 semaines, je venais de monter la boîte. 2 semaines après, sur LinkedIn, j'ai une ancienne nana avec qui j'étais en école de commerce qui me contacte sur LinkedIn en voyant que j'ai changé de statut. Maintenant, j'ai ma boîte de conseil en image et elle m'écrit, elle me dit, est-ce que tu fais du conseil en image et surtout, est-ce que tu fais des ateliers pour des grosses entreprises pour ateliers de conseil en image, couleur, morphologie, machin. Et je dis, bah oui. Et en fait, la nana bosse chez Procter & Gamble. J'avais monté ma boîte, j'avais fini ma formation il y a 3 semaines. Enfin, je dis oui, oui. Elle me dit, tu le fais en anglais? Je dis oui, oui. Elle me dit, OK, bah dans 1 mois, tu me fais une proposition de prix. Dans 1 mois, on a tel truc à Montreux, en Suisse. Et on reçoit donc tout le groupe Procter & Gamble. Et on veut les sensibiliser à l'image. On veut leur apporter un petit truc en plus. Alors, le prix, comment je l'ai trouvé? Je ne sais plus trop. Je crois que j'ai demandé un peu autour de moi. J'ai été voir la nana avec qui j'avais fait ma formation. Je lui ai demandé... Je ne vais pas parler du business parce que j'avais un peu peur qu'elle veuille me le prendre ou qu'elle veuille se coller à moi là-dessus parce qu'il y a un côté un peu, c'est mon truc aussi. Je ne sais plus comment j'ai trouvé le prix, mais bon, et puis je voulais tellement le faire parce que c'était aussi... Mais j'ai eu la peur de ma life. Je me souviens, enfin, c'est pas comme si je démarrais avec un petit client, avec une personne. J'ai démarré avec Procter & Gamble en anglais, avec tout le staff, quoi. Du big boss à l'assistante de direction. Enfin,
Et je me souviens, quand j'ai pris ce train pour aller en Suisse, j'avais une boule au ventre. Parce que c'était non seulement ce challenge sympa de se dire, il faut que ça marche, mais moi, c'était ma nouvelle vie, quoi. Et je me suis dit, j'espère que ça va me plaire, parce que si ça me plaît pas, ou que je suis pas bonne, ou qu'il y a... Donc j'avais fait une super présentation. Je me souviens que j'avais même mis mes cartes de visite. J'avais fait faire des cartes de visite exprès pour ça, parce que j'étais pas prête, quoi. Que j'avais glissé dans des chaussettes. Parce qu'en fait, c'est marrant, les chaussettes blanches. Je vous montre d'ailleurs mes chaussettes blanches qui sont pas du tout belles et qui vont pas du tout avec, on s'en fout. Je finissais mes présentations sur Michael Jackson. Et je parlais des chaussettes blanches. Et donc, le clin d'œil, c'était qu'à chaque personne, je remettais ma carte de visite dans une chaussette de nourrisson, mais blanche, en disant, voilà, ça, c'est votre chaussette blanche, ça, c'est votre... C'était une façon de se... Démarquer. Putain, il a fallu que j'aille acheter, je sais plus combien de chaussettes blanches. Fallait que je trouve des chaussettes de nourrisson blanc. Et j'ai passé, je me souviens, j'avais mis ma mère à contribution, et on mettait les cartes de visite dans les chaussettes blanches. Et ça s'est passé, mais de façon extraordinaire. Et ensuite, c'est du bouche à oreille. Okay. Du bouche à oreille. Ensuite, j'ai travaillé avec un groupe hôtelier qui s'appelle Elegantia, où j'ai travaillé sur l'image du personnel de ces hôtels. Ça a été passionnant. Et voilà, ils ont un parc d'hôtels c'est des boutiques hôtels à Paris. Et ça a été super parce que ça m'a amené du monde. Et petit à petit, bouche à oreille, sur les particuliers, c'était pareil. Après, je faisais de l'audit de dressing. J'allais chez les gens et on regardait le dressing, on se faisait des tenues, on allait acheter ce qui manquait. Enfin, donc vraiment, bouche à oreille. J'avais un site internet. J'ai eu des articles dans des magazines, j'ai fait du décryptage de look des hommes politiques à un moment donné. Plein de choses, voilà, le bénévolat avec cette association qui m'a donné de la visibilité. Et puis pareil, dans le milieu de la télé, du bouche à oreille. On est souvent avec des maquilleuses et des coiffeuses. Et cette relation, elle est particulièrement intime. Et des gens de l'extérieur pourraient se dire, bon, voilà, c'est pas eux qui font le business. Mais quand même, moi, j'ai eu des plans par une coiffeuse ou une maquilleuse qui me disait, tiens, il y a ça, il y a tel truc, je donne ton nom parce que c'est... En fait, c'est une espèce l'intégrité, l'alignement avec soi, l'authenticité. Et puis juste ne pas avoir les dents qui rayent le parquet. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne supporte pas ça. Je préfère ne pas avoir un truc... faut que ça se passe bien. Et plus j'avance dans le temps, plus j'ai envie que les choses se passent bien. Finalement, dans toutes ces anecdotes, il y a plein d'éléments qu'on peut appliquer à soi et se l'approprier effectivement. Un autre sujet, c'est que je fais partie, tout comme toi j'imagine, des personnes qui ont conscience de l'importance aussi de l'image pour réussir. Oui. Augmenter aussi sa valeur perçue, pouvoir se positionner sur un marché. Si je te disais non, ce serait complètement faux. Non mais clairement. Et, ah non, pas du tout, là, le brushing, pas du tout. Et en plus, c'est la vérité, c'est réel. Oui. On le voit dans de nombreux exemples. Et ça peut être l'image de soi, mais ça peut être l'image aussi dégagée et perçue, ne serait-ce que par un branding d'une entreprise, par des propos, par une posture sur un marché, par un positionnement. Donc, c'est global. Donc, ici, il n'est pas question de savoir si oui ou non ça peut avoir un impact sur la réussite. On le sait, ça peut clairement avoir des enjeux à un impact, mais plutôt, de par ton expérience, outre la partie peut-être individuelle dont on a aussi beaucoup parlé, mais plutôt la partie corporate, projet, entreprise, etc. Quels seraient le ou les conseils que tu partagerais si typiquement l'audience à laquelle on s'adresse ici, c'est le parterre de gens de Procter & Gamble que tu as eu lors de cette première prise de parole en public pour ce projet. 1, 2 ou 3 conseils sur comment utiliser la force de l'image au profit de la réussite de son entreprise ou de son projet. Déjà, de se sentir bien. Tu vois, moi, j'ai toujours conseillé à des femmes qui ne savaient pas marcher en talons de ne pas mettre de talons. Il n'y a rien de pire que de voir une nana qui marche très mal dans des talons. Parce qu'on se dit, elle ne se connaît pas, elle veut rentrer dans un moule qui ne lui va pas. Donc, se sentir bien. Se sentir bien, c'est se connaître aussi. C'est savoir que on a plus intérêt à porter telle ou telle couleur parce que ça va plus nous mettre en valeur qu'autre chose. C'est savoir qu'on va porter telle ou telle forme de pantalon ou de chemise parce que ça va plus nous valoriser. Une femme qui porte un chemisier qui baille, l'image des femmes est très importante, mais les hommes aussi, hein, mais c'est mal se connaître, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Parce qu'en fait, une femme qui a par exemple un chemisier qui baille, et donc on voit le soutien-gorge, etc.,
il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est un point de focalisation qui est complètement inapproprié dans un business. Mais surtout, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Quelqu'un qui ne sait pas que, non, il faut peut-être qu'elle prenne une taille au-dessus parce qu'il faut prendre une taille au-dessus, parce que c'est pas sa taille. Et quand on ne connaît pas sa taille, qu'on soit un homme ou une femme, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, ça m'amène à la question, est-ce que j'ai envie d'accorder ma confiance à quelqu'un qui ne se connaît pas ? Tu vois, moi j'ai toujours pensé ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des manches qui vont jusque-là, quand c'est pas souhaité et que c'est pas stylistiquement intéressant, se dire mais pourquoi en fait ? Pourquoi si toi tu te connais pas et que t'as pas apporté tu n'as pas accordé cette importance à ce détail qui n'en est pas un, comment est-ce que moi je vais pouvoir te faire confiance ? Après c'est une question d'attitude, mais tout ça c'est lié à se sentir bien dans ses baskets, comprendre les enjeux de la boîte. Si j'ai les gens de Procter & Gamble en face de moi, il y a plein de services. Il y a le service marketing, il y a le service financier, il y a le service des achats, il y a le service informatique. Les enjeux sont différents. Le service informatique, il ne va peut-être pas être amené à être en face à face avec la presse, alors que le service marketing ou communication va l'être un peu plus. Donc, comprendre les enjeux de la boîte et les enjeux de son métier. Donc, se connaître pour être bien, connaître les enjeux de la boîte, connaître les enjeux du métier, et puis savoir ce qu'on aimerait que les gens pensent de nous. Toujours se poser cette question. Voilà. L'image qu'on veut laisser, le souvenir qu'on veut laisser. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien quand même me poser cette question, même si le regard de l'autre, il n'est pas important, même si on se dit, je m'en fous. Quand on est dans ces relations interpersonnelles, on ne peut pas s'en foutre complètement. Sauf quand on est dans des métiers totalement créatifs, de design, C'est marrant, mais j'ai été bercée par Sex and the City, moi. Cette série que j'adore et que je regarde. Et d'ailleurs, j'ai converti mon mari à cette série. Et en fait, à chaque fois que je regarde cette série, ça me fait évidemment penser à New York. Et juste avant de monter ma boîte, je suis partie à New York pendant quelques semaines pour me nourrir de cette énergie. Et tous les matins, quand j'étais à New York, je me disais, il faut que chaque matin de ma vie future, parce que je sortais de ce milieu du salariat, c'était vraiment entre Bayersdorf et ma boîte, je veux mettre quelque chose sur moi, un vêtement, un accessoire, qui me différencie du reste du monde. Alors aujourd'hui, je me pose la question, salopette. Voilà. Parce que c'est peut-être la première personne que tu as en salopette. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est devenu un automatisme de mettre un truc un peu différent, de mettre une boucle d'oreille un peu différente par rapport aux autres, tu vois. Mais c'est juste de moi de le savoir. Parce que j'avais envie de sortir de ces rails. Tu parles d'un concept important, c'est l'environnement. Oui. Que naturellement, justement, tu es allé à New York quelques semaines avant la création de ton entreprise. À quel point ça a de l'importance, l'environnement dans lequel tu évolues pour toi, et également peut-être les gens qui sont autour. Oui. On va en parler dans quelques instants, justement. Parlons-en même maintenant. Tu parles souvent de l'impact que ton mari, Franck Tapiro, a eu sur ta vie. Oui. On vous voit justement ici tous les deux, tant personnellement que professionnellement. Oui. Le fait d'avoir des gens à côté de soi, à ses côtés au quotidien, qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui sont des piliers, tu l'as évoqué également, c'est à mon sens capital et ça peut littéralement changer une vie. J'ai le sentiment en t'écoutant que c'est le cas. Dans quelle mesure ça t'a apporté tant sur le plan personnel que professionnel ? Déjà, sur le plan personnel, je suis tombée totalement amoureuse de cet homme. Et donc, ça m'a complètement chamboulée parce que je le dis, si j'aime Franck Tapiro, j'ai jamais aimé avant, en fait. Enfin, voilà, ça a été ma révélation. Enfin, c'est mon âme sœur, quoi. Enfin, Donc, j'ai été totalement dingue, et je le suis évidemment toujours aujourd'hui, dingue du mec. Donc, je suis tombée amoureuse. Mais surtout, sa passion, c'est un mec passionné de plein de choses. Donc un grand publicitaire, entrepreneur, qui est visionnaire sur beaucoup de choses, qui a beaucoup d'intuition, qui a une vraie vision des choses, et qui m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire que, après, je l'ai réfléchi, ça m'a donné confiance à plein de niveaux, mais je me suis un jour posé la question de me dire, pourquoi est-ce qu'il est amoureux de moi ? Et si j'estime autant cet homme, c'est peut-être que finalement, je peux avoir un intérêt. Je peux être intéressante. Je peux être...
je peux peut-être moi aussi lui apporter quelque chose. Donc, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est de l'émotion. Hein, donc, le fait que lui soit amoureux de moi, je me suis dit, OK, peut-être que je suis quelqu'un de bien finalement. Peut-être que j'ai des choses à faire. Peut-être que, comme j'estime énormément ce qu'il fait, s'il croit en moi, c'est peut-être que ça a du sens. Et puis surtout, il m'a donné des idées. Et puis surtout, moi, j'ai eu des idées en étant avec lui. Et puis surtout, il a valorisé mes idées. Et il m'a transmis tout est possible. Je me souviens, au début, j'avais une expression que je mettais beaucoup, hashtag on adore. J'adorais dire ce truc-là. Je dis on adore, on adore. Il me dit attends, mais on va le déposer. Puis on va en faire une marque. Puis on va en faire un truc. Puis moi, je ne savais pas comment on faisait. Et je me disais, mais ah ouais, c'est vrai. En fait, tout était possible. Et donc, le perso et le pro, c'est là où ça s'imbrique. Et puis, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on a envie de bosser encore plus ensemble. On travaille ensemble sur certaines choses. Je suis à ses côtés sur plein. Et en fait, à deux, c'est mieux, il se traduit clairement ici. C'est quelqu'un qui... Je me souviens, on parlait d'image. Quand QVC m'a proposé de faire du téléachat, du live shopping, j'en avais parlé à mon... J'étais déjà avec lui, puisque quand j'ai démarré le live shopping, c'était en 2015, c'était l'année de notre mariage, l'année de tout ça. Quand on m'a proposé de faire ça, j'en avais parlé à certaines personnes de ma famille qui m'avaient dit « Fais attention, l'image du téléachat, ça peut ternir ton image, fais attention. » etc. Et Franck m'a dit « Mais pas du tout, tu y vas, tu vas voir, c'est incroyable. » Il m'a mis un coup de pied au cul, quoi. Enfin... Et je le remercie tous les jours. Il y a plein de choses où... et pourquoi pas qu'on a fait ensemble. C'est effectivement une question de réseau parce que c'est lui qui a donné mon nom, etc. Mais moi, j'étais à deux doigts de pas le faire parce que je trouvais le truc pas dans mon domaine d'expertise, parce que je me disais peut-être je suis pas la bonne personne pour ça. Et il m'a dit mais t'arrêtes, t'y vas. Et donc en fait, il croit parfois plus en moi que moi je ne crois en moi. Il me connaît très très bien. Et puis aujourd'hui, on a envie d'avancer encore plus ensemble. Donc c'est vraiment le perso et le pro ensemble. Et je crois que je lui apporte aussi un peu de choses. Enfin, je sais pas. À t'écouter, ce qui est hyper intéressant, c'est cette complémentarité, en effet. Et pour beaucoup, notamment d'entrepreneurs, par exemple, ce qui est votre cas, tous les deux, vous êtes entrepreneurs, vous faites aussi des choses ensemble. C'est assez compliqué d'entrevoir la possibilité de pouvoir travailler avec son conjoint ou sa conjointe. Parfois même, le fait de mélanger le pro et le perso va créer des tensions. J'imagine que c'est quelque chose dont tu as connaissance, que tu as déjà entendu, vu autour de vous, peut-être même subi à certains moments. Comment, selon toi, vous faites? Est-ce qu'il y a un secret peut-être pour des couples qui nous écoutent pour réussir à concilier les deux, réussir à trouver cet équilibre et faire en sorte finalement que le couple ou l'amour qui vous unit ne va pas s'éteindre progressivement, s'altérer à cause de tensions liées à ça? Alors, la première chose, c'est la communication, c'est de se parler. Non, j'enlève la première chose. D'abord, envie. C'est la première des choses. Parce que si on n'a pas envie, il faut que les deux aient envie de la même façon. Et ensuite, dans cette envie, il faut savoir communiquer. Il faut savoir ce que l'un et l'autre a envie de faire. Souvent, il y a des choses que Franck fait que je n'ai pas du tout envie de faire. En revanche, je sais que lui, il adorerait faire du téléachat avec moi. Ça, c'est un vrai truc. Donc, et puis ensuite, de savoir quelles sont ses limites. Moi, il a bien compris que s'il me lançait sur la partie administrative, mais dès qu'on se parle de ça, c'est l'enfer. Donc, on sait que voilà, faut se connaître très bien individuellement et il faut très bien connaître l'autre pour pouvoir avancer de la meilleure façon possible. Et puis, alors après, c'est vrai que nous, on a des centres d'intérêt qui sont assez communs. On aime vraiment les mêmes choses. On est complémentaires. Lui qui est aussi sur la communication, mais sur la communication, donc à l'époque publicitaire, mais de la communication de crise. C'est un expert de la communication de crise, la communication de personnalité, de hauts dirigeants, de politique. Moi, j'ai aussi une partie communication et marketing de soi sur la partie vestimentaire, mais pas que. Et puis, on se complète, même en off. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils. On partage absolument tout. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevée dans quelque chose de totalement différent. Moi, on me disait, il ne faut jamais mélanger les deux. Il ne faut jamais tout dire à sa moitié. Il faut jamais... Et en fait, moi, je pense que je suis complètement différente de ça. Mais j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Parce que j'ai été formatée autrement.
Et notre évolution, ça fait 8 ans qu'on est mariés, ça fait plus de temps qu'on s'est rencontrés, évidemment. J'ai évolué aussi. Ouais. Puis on a 19 ans d'écart. Ça aussi, ça joue sur... On n'a pas le même recul sur la vie. Nous, il n'y a pas de sujet d'âge entre nous. Ça a été un sujet pour les autres. Beaucoup. Mais moi, ça me sert énormément aussi d'avoir son recul. Puis moi, je lui apporte de la fraîcheur. Envie, communication, Ouais, compréhension exactement. et complémentarité. Oui. Un autre point, c'est que vous êtes tous les deux des personnalités publiques. On parlait tout à l'heure notamment de cyberharcèlement, des réseaux sociaux, etc. Ouais. Vous avez subi ça de manière assez virulente là en décembre dernier. Les réseaux, ça va vite. Parfois, en plus, ça peut déformer complètement la réalité par rapport à des perceptions que les gens en ont. On parle ici de quelqu'un... Je suis une femme. Je le précise parce que pour les réseaux, il y a eu des doutes encore. Ah oui? Ouais. Ok. On peut en parler. On va en parler, où par exemple, quelqu'un va filmer une vidéo comme ça, et c'est un TikTok qui va faire des millions de vues en l'espace de très peu de temps, et qui 24 heures plus tard, même pas, va vous forcer finalement à devoir vous exprimer sur le sujet, sur des grosses chaînes télévision, notamment sur TPMP ou autres, pour ce scandale dont on parle. Est-ce que tu peux en parler? Comment tu vis la chose à ce moment-là? Parce que tu sais déjà, les gens, quand ils se lancent sur Internet et qu'ils reçoivent quelques messages de haine de la part de 2, 3, 4, 5 personnes qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'apprécient pas le message qui est véhiculé, déjà, ils le vivent très mal. Quand, dans votre cas, vous êtes seul, finalement, face au monde, tu l'évoquais tout à l'heure en off, j'ai trouvé cette phrase assez percutante. Comment on vit ça? Comment on absorbe le choc lié à ça pour pouvoir en faire abstraction et continuer à avancer? Alors, cette histoire, elle a été... le terme douloureux est un peu fort, mais elle a été un peu choquante. D'accord. Et m'a dégoûtée beaucoup des réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis mise un petit peu en retrait. Donc, en gros, n'allez pas chercher sur Internet, ça ne sert à rien, on a enlevé toutes les vidéos. En gros, soirée un peu arrosée, on est attendu parce que mon mari prend des positions aussi politiques avec le conflit israélo-palestinien, etc. Donc, il dérange. On était attendus devant notre voiture qui était garée à l'entrée du Bois de Boulogne. On sortait d'une soirée, j'avais bu un peu de champagne, un peu beaucoup, mais j'étais très joyeuse. Et franchement, ça aussi, ça fait du bien, avec modération. Mais... Et tout a été détourné. Notre plaque d'immatriculation a été filmée. On a agressé verbalement mon mari. J'étais avec lui, pompette. Et puis la petite blague supplémentaire, c'est que je me suis mis un bandeau sur les yeux parce que je ne voulais pas être confrontée à ce qu'on pouvait trouver dans le Bois de Boulogne à 2h30 du matin un samedi soir. Point barre. Sauf que ça a été sorti du contexte. Et on a fait croire que la personne qui était avec mon mari sur la vidéo, c'était pas moi, que c'était un travesti. Encore que mon mari peut faire exactement ce qu'il veut et c'est de l'ordre de... C'est vraiment de la violation de l'intimité de la vie privée. Ça s'appelle comme ça. Et que... bref, ou alors que j'étais moi un travesti, enfin peu importe. Et on a filmé donc notre plaque d'immatriculation, alors qu'il y avait d'autres voitures absolument partout. En sachant qu'on ne s'est pas arrêté devant notre voiture parce que mon mari a anticipé le truc et comme il a entendu qu'on l'agressait, il m'a dit viens on avance. Mais la personne savait exactement quelle était notre voiture, donc ça a posé problème sur notre adresse. Quand cette vidéo est sortie, déjà un doute était levé, c'est que c'était moi. Donc ce qui était plutôt sympa parce que si ça n'avait pas été moi, là ça aurait eu un autre problème. Mais quand je t'ai dit tout à l'heure. En fait, on était seuls face au reste du monde, mais surtout ensemble face au reste du monde. Donc nous, ça nous a soudés, mais d'une force incroyable. Et ça fait du bien. À deux, c'est mieux. Point d'exclamation. Ce qui a été compliqué, c'est que cette vidéo est sortie le 18 décembre et que moi, j'arrivais sur M6 le 2 janvier. Et en fait, c'était la seule trouille que j'avais, parce que ce que les gens peuvent penser, vraiment, là, j'en avais rien à faire. Parce que moi, j'étais alignée avec moi-même, je m'en fiche. Donc, j'ai eu la boîte de production qui m'a demandé, pour le communiqué de presse, d'enlever mon nom Tapiro. Donc, de me faire appeler simplement Charlotte Rosier, et non pas Charlotte Rosier Tapiro. Ça m'a fait un coup, je suis fière de m'appeler Tapiro. Je suis fière d'être mariée à Franck.
Mais bon, je me suis dit, OK, avec Franck, on l'a décidé. Bon, pour le communiqué de presse et le générique, vous enlevez Tapiro, il n'y a pas de problème. En sachant qu'en fait, cette situation est une non-situation. C'est pas un fake, parce que c'est moi sur la vidéo. Et donc, c'est complètement ridicule. Cette vidéo est complètement ridicule. C'est-à-dire qu'en la regardant, je pleure de rire. Et on en rigole aujourd'hui. C'est pas un tabou du tout. Et c'est pour ça que j'en parle. Mais ça a déstabilisé quand même. Puis il a reçu des messages de haine, il a été porté plainte. Les vidéos étaient évidemment interdites. On a des avocats sur le sujet. Enfin, il a des avocats. C'est lui qui a été atteint là-dessus. Ça a posé des questions sur la sécurité, évidemment. Ça fait flipper parce qu'on se dit, mais 5 millions de vues pour une vidéo comme ça, c'est la première fois qu'un couple, ça lui arrive. Enfin, ça a été un vrai sujet. Et effectivement, il a été chez Cyril Hanouna le soir même. Moi, j'ai décidé de ne pas y aller parce que je ne voulais pas en rajouter. Lui, c'est un expert en communication de crise. Donc, il a été pour dégoupiller le sujet parce qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Enfin, mais ce qui est surtout intéressant dans ce truc-là, c'est de montrer aux gens qu'en fait, il faut se défendre, qu'il y a plein de solutions pour se défendre, qu'il ne faut pas se taire. Parce que si on se tait, c'est les autres qui gagnent. Okay, donc, il faut l'ouvrir. Il faut faire attention à ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'en a dégoûté. Avant, sur Instagram, je fais de la danse, je mettais mes trucs de danse, je mettais mes trucs de machin. Pourquoi faire ? Il faut vraiment avoir une espèce de stratégie aujourd'hui. Et je sais que moi, mon fils, donc il a 6 ans aujourd'hui, il n'est pas prêt d'avoir des réseaux sociaux. Hein. Enfin, il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'en fait, tout est détourné. Et la virulence des messages qu'on a eus était dingue. Et alors, et même, s'il avait été au Bois de Boulogne, avec quelqu'un d'autre, un homme, enfin, il fait ce qu'il veut, en fait. C'est quoi le sujet ? Là, en l'occurrence, c'était moi, et c'était pas un sujet de cet ordre-là. Mais c'est un truc de dingue. C'est hallucinant, et ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait peur. Ça me fait pas peur parce que j'ai pas peur qu'on m'attaque. Ça me fait peur parce qu'en fait, on peut tout détourner. Et ce sont les freins de toute cette société qui est en fait très agressive, où on peut s'adresser à tout le monde de n'importe quelle façon, où on peut avoir des faux pseudos, on n'a pas de courage en fait, c'est pas du courage de faire ça. Donc ouais, ça déstabilise. Et en même temps, on s'est regardés, on s'est dit tous les deux, on s'en fout, on est tous les deux en fait. Moi, j'ai rien à lui prouver, il a rien à me prouver, on sait très bien où on était, ce qu'on faisait et avec qui on était. Donc ça, c'est pas un sujet. Et puis surtout, on est tous les deux face au reste du monde. C'est ce que je te disais. Et puis, donc lui, ça ne l'a pas touché dans sa vie professionnelle. Ça ne l'a pas touché dans sa vie publique. Ça ne nous a pas touché dans notre couple. Dans notre famille, ça ne nous a pas touché. Moi, ça m'a fait peur et j'en ai parlé à la production à M6, mais en fait, rien du tout parce que. Et puis c'est un non-sujet, c'est terminé. On n'a plus rien. Mais 5 millions de vues pour nada. Faut se poser des questions quand même. Ouais. Et on peut. Et puis je refuse de céder à tout ça en fait. Je refuse de me sentir fragile parce que les pauvres mecs n'ont rien à faire à 2h30 du matin qu'à d'aller attendre devant la voiture de Franck, quoi. J'allais venir et rebondir sur ça, c'est que vous avez aujourd'hui, je parle en vous parce que j'imagine que c'est la même chose pour Franck, mais la maturité, la hauteur, la force de caractère de ne pas prendre ça directement et d'avoir le cadre, le contexte et ne pas être complètement atteint là-dessus. Mais ce que je veux aussi mettre en lumière, c'est que ça pourrait atteindre n'importe qui, alors peut-être sur d'autres sujets, etc. Et je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, les réseaux peuvent être un catalyseur de succès énorme et un outil extraordinaire pour pouvoir s'élever très rapidement, mais aussi complètement destructeur. Une image, on peut mettre des années à la créer. Ouais. On peut avoir seulement quelques secondes pour la détruire, finalement. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir en tant qu'experte en images. Et en plus, étant mariée à Franck, qui est un expert en gestion de crise, et ça atteint aussi l'image. Donc, ouais, je voulais le mettre en lumière. Merci beaucoup pour cet échange, Charlotte. Merci à toi. J'ai adoré partager ce moment avec toi. C'était extrêmement riche. On a vu plein de choses, etc. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, regardez cet épisode autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en nous le disant directement dans les commentaires sur YouTube. Partagez cette vidéo, partagez cet audio à qui a besoin de voir cette vidéo et d'écouter cet audio. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et Charlotte, j'ai une dernière question pour toi que je pose à chacun de nos invités sur le déclic. Est-ce que tu pourrais nous partager un déclic,
qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que tu n'as pas partagé encore dans cet échange, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, sur aucun plateau, qui t'est propre. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une citation, ça peut être une situation positive, moins positive, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Oh là là. Après mon premier direct sur QVC, donc le 1er ou le 2 août 2015, lancement de la chaîne en France. Je fais le lancement de la chaîne. On est 10 animateurs, mais on est 2 à faire le lancement ensemble. J'ai un track monumental, mais en même temps, je suis hyper excitée par le truc. Quand le live est terminé, j'ai mon mari au téléphone qui me dit « C'est ça ton métier. C'est ça pour toi. Et tu es à ta place. » Et c'est comme ça que j'ai pris ma place et que je continue à creuser mon petit chemin là-dedans. Merci Charlotte. Merci beaucoup et bravo, parce que tu es un animateur extraordinaire. Bravo. Merci.